Il y a des nuits qui semblent identiques à toutes les autres, mais qui portent en elles une force invisible capable de briser le temps en deux et de confronter deux mondes sans le moindre avertissement. Cette nuit-là, à Paris, il régnait ce froid cinglant propre aux hivers les plus rudes, de ceux qui s'infiltrent par les fentes des fenêtres et vous poussent à remonter la couette jusqu'au menton, qui embrument les vitres des voitures arrêtées au feu rouge et transforment chaque tasse de boisson chaude en un petit luxe. C'était ce genre de nuit, le genre qui invite le silence à s'installer et rend la solitude plus bruyante que d'ordinaire. Au 42e étage d'un immeuble de grand standing dans le quartier de Beaugrenelle, Alexandre Valmont marchait pieds nus. Ce détail en soi en disait déjà long. Un homme qui avait bâti l'un des plus grands empires de promotion immobilière et de technologie du pays, qui faisait la une des magazines économiques avec le même costume impeccable et le même regard calculateur, était pieds nus un jeudi soir, un verre de whisky à la main servi 40 minutes plus tôt et qu'il n'avait pas encore porté à ses lèvres. L'appartement était immense, avec des plafonds vertigineux, des baies vitrées s'étendant du sol au plafond avec vue sur les lumières de la capitale, des sols en marbre qui reflétaient l'éclairage discret des spots encastrés et des murs ornés d'œuvres qu'un critique d'art mettrait des heures à décrire. Et tout cela, chaque mètre carré, chaque pièce choisie avec soin, chaque centimètre de cette perfection méticuleusement agencée, était absolument silencieux. Il n'y avait personne. Il n'y avait jamais personne. Alexandre n'avait pas l'habitude de commander souvent des repas à domicile. Il avait une cuisinière qui venait 4 fois par semaine, une équipe de ménage qui maintenait tout en ordre et une assistante personnelle qui anticipait chaque besoin avant même qu'il ne doive le formuler. Mais ce jeudi, par une impulsion qu'il n'aurait su expliquer, il avait congédié tout le monde plus tôt, demandant qu'aucun membre du personnel ne revienne avant le lendemain. Il était resté là, seul avec son whisky intact et la ville en bas qui pulsait d'une vie qu'il observait de haut, comme s'il s'agissait d'un écran. La faim finit par arriver sans prévenir. Il ouvrit le réfrigérateur, le referma, inspecta le garde-manger, puis retourna sur le canapé. Finalement, il saisit son téléphone avec la résignation calme de celui qui accepte que certaines nuits n'ont pas de solution élégante et commanda une pizza. Une simple pizza provenant d'une enseigne du quartier que quelqu'un avait mentionnée dans un groupe de discussion entre dirigeants des mois auparavant. Il avait enregistré le numéro sans jamais s'en servir. Il l'utilisa maintenant. La commande fut confirmée pour dans 40 minutes. Il y prêta à peine attention. Il se remit à contempler Paris, son verre toujours plein, ne pensant à rien de précis, ce qui était sa forme de réflexion la plus honnête. Quand l'interphone retentit, il répondit « dit qu'on pouvait monter » et se leva du canapé sans hâte. Il se dirigea vers la porte et ouvrit lui-même, parce que l'appartement était le sien, parce qu'il avait renvoyé le personnel, et parce qu'il existe de petits gestes qu'un homme accomplit dans l'obscurité de sa propre solitude sans que personne n'ait à le voir. La porte s'ouvrit, et l'univers entier s'arrêta de tourner. Elle portait l'uniforme, une veste rouge avec le logo de la pizzeria sur le côté gauche, ses cheveux relevés tant bien que mal en un chignon qui s'effilochait sur les côtés, le sac thermique de livraison en équilibre sur son bras plié. Ses yeux étaient légèrement baissés, occupés à déchiffrer le numéro de l'appartement sur le reçu pour confirmer l'adresse. Puis, elle leva le visage. Le choc fut simultané. Alexandre la vit avant qu'elle ne le voie, car la lumière du couloir était plus tamisée et ses yeux devaient encore s'habituer à l'intérieur éclairé. Dans cette demi-seconde où elle n'avait pas encore réalisé ce qu'elle regardait, lui voyait déjà tout. 20 ans s'étaient ajoutés à ce visage qu'il avait gardé précieusement dans un recoin de son âme qu'il n'osait que rarement visiter. Ce nez légèrement retroussé, ses yeux sombres avec cette étincelle inchangée, cette bouche dont un coin s'étirait un peu plus vers le bas, ce tic de toujours qui indiquait qu'elle était concentrée, qu'elle analysait. Et soudain, elle le reconnut. Ses yeux s'écarquillèrent. Ce n'était pas un sursaut d'effroi, c'était quelque chose de plus profond, de plus ancien, comme si un verrou serré trop fort à l'intérieur d'elle-même venait de céder brusquement, libérant une pression qu'elle avait appris à ignorer. Elle resta immobile pendant 3 secondes. 3 secondes qui pesèrent une éternité de comptes non réglés entre deux êtres qui s'étaient aimés à une époque où l'amour ne connaissait pas encore le poids qu'il porterait plus tard. Puis elle lui tourna le dos. Elle posa la boîte de pizza au sol, là sur le tapis du couloir, sans dire un mot, sans attendre de reçu, sans aucun autre geste que ce mouvement délibéré et silencieux de fuite. Lui resta pétrifié sur le seuil, les pieds nus sur le marbre froid, le verre de whisky toujours à la main fixant son dos alors qu'elle marchait vers l'ascenseur avec une fermeté qui sonnait comme une déclaration.
Sophie. Sa voix s'échappa, rauque et incertaine. Ce n'était pas l'ordre impérieux d'un magnate de l'immobilier habitué à être obéi au doigt et à l'œil. C'était un murmure plus fragile, plus humain, presque involontaire, comme si ce prénom avait franchi ses lèvres avant même qu'il ne puisse décider de le laisser sortir. Elle ne s'arrêta pas. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent comme si l'immeuble entier était de son côté, et elle s'y engouffra sans un regard en arrière. Alexandre ne bougea pas tant que l'affichage ne montra pas que la cabine était descendue. Il regarda la boîte de pizza sur le sol. Il regarda le verre dans sa main. Il sentit le froid du marbre sous ses plantes de pied. Il referma la porte. Mais il ne retourna pas au canapé. Il resta là, le dos contre le bois massif, la main encore sur la poignée, sentant quelque chose se briser dans sa poitrine qu'il n'avait pas ressenti depuis une éternité. Ce n'était pas de la nostalgie. Il avait appris à gérer cela avec l'efficacité qu'il appliquait à n'importe quel problème commercial. C'était autre chose. C'était la sensation qu'un mur entier s'était effondré sans avoir besoin d'être poussé, simplement effleuré par le fait d'exister de l'autre côté d'une porte. Sophie Morel. 43 ans, ou quelque chose comme ça. Un uniforme de livreuse. Des cheveux en désordre. Des yeux qu'il avait reconnus et qui portaient encore cette lueur, bien que recouverte d'une couche de quelque chose qu'il ne savait pas nommer, mais qu'il identifiait comme une douleur ancienne. Avant de poursuivre ce récit, car il mérite d'être écouté jusqu'au bout, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment idéal. Chaque semaine, nous vous proposons de nouvelles histoires comme celle-ci, des récits qui débutent devant une porte close par une nuit d'hiver et s'achèvent le cœur vibrant. Laissez un pouce bleu, cela nous aide énormément à continuer. Et dites-nous en commentaire depuis quelle ville vous nous suivez, car nous adorons savoir jusqu'où voyagent nos mots. Alexandre ne ferma pas l'œil de la nuit. Il resta sur sa terrasse à contempler Paris jusqu'à ce que le froid devienne insupportable, et même après cela, il s'attarda encore. Il reconstruisait, avec la minutie de celui qui ne veut omettre aucun détail, la dernière fois qu'il avait vu ce visage. Ce n'était pas un souvenir flou, il ne s'était pas effrité avec les années comme c'est le cas pour tant de fragments du passé. C'était une mémoire nette, presque tactile, avec son parfum propre et la qualité exacte de la lumière de ce jour-là. C'était un samedi après-midi, il avait 22 ans, et le jardin du domaine familial près de Fontainebleau était saturé de l'odeur lourde de la terre mouillée, car il avait plu le matin même. Sophie avait 18 ans. Elle était assise sur le rebord en pierre du bassin central, un livre ouvert sur les genoux qu'elle ne lisait pas, le fixant avec une expression qui était à la fois une question et une réponse. Son père, Jean-Pierre, travaillait comme jardinier sur la propriété depuis plus d'une décennie. C'était un homme silencieux, précis, qui connaissait le nom de chaque plante et le tempérament de chaque recoin de terre, arrivant avant l'aube et ne partant qu'une fois les ombres installées. Sophie avait grandi parmi ces haies durant les vacances et les week-ends, quand son père l'emmenait avec lui parce que l'école était finie et que sa mère travaillait. Alexandre, lui, avait grandi de l'autre côté de la vitre, observant ce jardin avec les yeux de celui qui possède tout, sauf ce qu'il ne sait pas nommer. Leur première conversation avait eu lieu quand il avait 12 ans et elle 10, à cause d'une chenille qu'elle avait trouvée sur une feuille de fougère. Leur dernière conversation avait eu lieu quand il en avait 22 et elle 18, et elle ne concernait plus les insectes, mais l'avenir. Un mot qui n'avait pas la même résonance dans leur bouche. Pour elle, le futur était un édifice à bâtir de ses propres mains, un jour après l'autre. Pour lui, c'était un héritage que sa famille avait érigé sur des générations et qu'il devait simplement recevoir, administrer, préserver. Et dans l'interstice entre ces deux destins, il y avait un gouffre que Victoire Valmont, la mère d'Alexandre, avait pointé avec une précision chirurgicale un après-midi où elle avait convoqué son fils dans son bureau. Ce jour-là, Alexandre avait été le plus grand lâche de son existence. C'était la version de l'histoire qu'il portait en lui depuis 20 ans. La version qui ne le quittait jamais, qui hantait les lisières de son sommeil et rendait chaque succès professionnel un peu creux, comme si le trophée était réel, mais le socle en carton-pâte. Il avait bâti un empire. Il avait transformé le groupe Valmont d'une entreprise régionale en un conglomérat européen, avec une division technologique citée en exemple par tous les analystes. Il avait racheté des sociétés, ouvert des bureaux à Londres et Genève, acquis un Penthouse à Lisbonne où il n'allait jamais. Il avait fait tout ce qu'on attendait d'un Valmont, et il avait passé 2 décennies avec ce visage enfermé dans un lieu sans nom. Maintenant, elle était à Paris. Elle livrait des pizzas, avec un blouson rouge, un chignon défait et ces mêmes yeux qu'il aurait reconnus dans l'obscurité de n'importe quel endroit sur Terre. Le lendemain matin,
Alexandre se réveilla alors que le soleil était déjà haut. Il se dirigea droit vers son ordinateur. Le numéro de la pizzeria figurait dans l'historique de ses commandes. Il n'appela pas. Il n'était pas le genre d'homme à téléphoner sans avoir planifié ses paroles, et à cet instant, il n'avait aucun plan. Il chercha le site de l'établissement, trouva l'adresse, l'inséra sur une carte et fixa ce point pendant de longues minutes, comme si l'adresse était une porte et qu'il jaugeait son courage pour y frapper. Il avait des réunions toute la journée. Il en annula une, en reporta une autre au lendemain et sortit plus tôt. Il ne se rendit pas à la pizzeria, ce serait trop impulsif. Et Alexandre Valmont n'était pas un homme impulsif. Ou du moins, il avait passé les dernières décennies à cultiver cette image de lui-même. Il fit quelque chose de plus calculé, bien que le mot « calculé » semble trop froid pour décrire ce qu'il ressentait. Il fit des recherches. Pas de manière invasive. Il n'engagea personne, n'utilisa pas les ressources qui auraient pu cartographier la vie d'une personne en quelques heures. Il utilisa seulement ce qui est accessible à tout un chacun, et pourtant, ce fut suffisant pour confirmer certaines choses. Le nom de Sophie apparaissait sur le site de la pizzeria, dans une petite section dédiée à l'équipe. Une photo de groupe où elle figurait en arrière-plan, légèrement floue, souriant avec la réserve de celle qui sourit par convention, mais pas par joie naturelle. Il continua ses recherches. Il trouva un profil sur les réseaux sociaux avec des paramètres de confidentialité qui révélaient peu, mais assez. Elle vivait à Paris, travaillait là, et il y avait la photo d'un adolescent qui devait avoir environ 16 ans, le visage partiellement caché par l'angle de vue, posté avec un message pour son anniversaire. Le nom de famille était Morel, le sien toujours. Alexandre referma son ordinateur portable. Il resta assis à la table de la salle à manger qui n'accueillait jamais de convives, fixant la surface de marbre. Il sentit pour la première fois depuis longtemps qu'il faisait face à quelque chose que l'argent et la détermination ne résoudraient pas seuls. Sophie lui avait tourné le dos. Elle n'avait pas dit un mot, n'avait laissé aucune ouverture, n'avait fait aucun geste interprétable comme une invitation. Elle l'avait reconnu, avait ressenti ce qu'elle avait ressenti et avait choisi la sortie. C'était le langage le plus clair du monde. Mais il savait, avec la même certitude qu'il mettait dans une négociation difficile, que rester immobile était différent de ne pas essayer. Ne pas tenter, c'était répéter l'erreur d'il y a 20 ans. C'était, une fois de plus, laisser la porte se refermer et passer le reste de sa vie à la regarder de l'extérieur. Cette fois, il ne le ferait pas. Dans les jours qui suivirent, Alexandre fit une chose qu'il n'avait pas pratiquée depuis des années. Il attendit. Pas avec anxiété, mais avec la patience délibérée de celui qui comprend que certaines choses ne peuvent être forcées. Il commença à observer les horaires de la pizzeria, remarqua qu'il y avait un petit café de quartier dans la même rue, avec des tables en bois usées sur le trottoir et une enseigne délavée promettant le meilleur expresso du canal Saint-Martin. Il y passa un matin à pied, sans voiture, sans costume sombre, vêtu d'un pantalon simple et d'une veste discrète. Il entra, commanda un café, s'assit à une table d'angle. Il ne l'attendait pas, elle. Il apprenait à connaître l'endroit. Il revint le lendemain. Et le suivant. C'était un petit établissement, de ceux qui n'ont qu'une seule employée et un patron qui apparaît de temps en temps pour aider, où les clients deviennent vite des visages familiers et où personne ne semble se soucier de savoir qui est assis à quelle table. Alexandre aima cet endroit. Il y avait là quelque chose que son penthouse de Beaugrenelle n'aurait jamais, quel qu'en soit le prix. La consistance d'une vie qui n'avait pas été mise en scène pour impressionner. Le 4e jour, elle entra. Il tenait son journal ouvert, finissait son 2e café, et la vit franchir le seuil, son manteau encore boutonné, les cheveux lâchés cette fois, avec le pas de celle qui est fatiguée, mais habituée à la tâche. Elle alla droit au comptoir, commanda sans regarder l'ardoise car elle savait déjà ce qu'elle voulait. En attendant, elle balaya la salle d'un regard distrait, ce genre de regard qui parcourt l'espace sans se fixer sur rien, jusqu'à ce qu'il se fixe. Le moment où elle le vit fut différent de celui sur le pas de la porte. Il n'y eut pas de choc cette fois, mais une reconnaissance froide et immédiate, suivie d'une expression qui traversa plusieurs nuances, trop rapide pour qu'il puisse toutes les nommer. Elle prit son gobelet à emporter que la serveuse avait posé sur le zinc et resta immobile une seconde, pesant le pour et le contre. Lui ne fit aucun geste. Il ne salua pas, n'appela pas, ne fit rien d'autre que soutenir son regard, lui renvoyant ce qu'elle émettait, et attendit. Elle marcha vers sa table. Elle ne s'assit pas tout de suite. Elle resta debout, le gobelet entre les mains, le surplombant avec une expression qui tenait à la fois de l'interrogation et de la mise en garde.
Quand elle parla, sa voix était chargée de quelque chose qui avait mûri trop longtemps dans le silence. « Qu'est-ce que tu veux, Alexandre ?» Il posa son journal. Il ne prétendit pas que c'était une coïncidence, car ce n'en était pas une et elle l'aurait deviné. Il ne demanda pas pardon ici, car un pardon jeté sur le comptoir d'un bar ne valait rien et elle méritait mieux. « Que tu m'écoutes, » répondit-il calmement. « Juste ça, un café, une discussion. Tu peux partir quand tu veux. » Elle le fixa pendant un temps qui parut bien plus long qu'il ne l'était en réalité. Puis elle tira la chaise et s'assit, pas en face de lui, mais légèrement de biais, le corps partiellement tourné vers la sortie, comme quelqu'un qui s'assure une voie de repli avant toute chose. « Un café », concéda-t-elle. « Pour l'instant, juste un café. » Et ce fut à cet instant précis qu'Alexandre Valmont comprit que la négociation la plus ardue de sa vie venait de commencer. Et que cette fois, il ne négociait pas un contrat, une entreprise ou un partenariat. Il négociait la possibilité d'être, pour la première fois en 20 ans, simplement lui-même devant la seule personne qui avait su qui il était avant que tout cet édifice de succès ne soit construit. Le café était amer et brûlant. Le matin était glacial dehors, et elle était assise là, à une distance qui semblait à la fois infime et incommensurable avec ses yeux qu'il connaissait par cœur et qui recelaient désormais des secrets qu'il lui faudrait du temps pour réapprendre à déchiffrer. Mais elle était là. Et cela, en cet instant, c'était tout ce qui comptait. Leur échange dans ce café dura 40 minutes. Il parla peu, elle encore moins, mais il y avait une grammaire propre à ce silence entre les phrases, un langage qu'ils reconnaissaient tous deux, vestige de l'époque où ils étaient jeunes et n'avaient pas encore appris à se mentir avec des mots sophistiqués. Elle but son café jusqu'à la dernière goutte sans hâte. Elle posa 2 brèves questions sur des banalités. Le quartier, depuis quand il était revenu s'installer à Paris. Des questions de surface qui servaient en réalité à tâter le terrain avant de décider de s'y aventurer davantage. Il répondit avec sobriété, sans ce ton de gestionnaire d'image qu'il avait développé au fil des ans et que son entourage prenait pour sa façon naturelle de s'exprimer. Lorsqu'elle se leva pour partir, il ne tenta pas de la retenir. Il dit simplement qu'il reviendrait le lendemain, si cela ne la dérangeait pas. Elle ne répondit pas. Elle attrapa son manteau sur le dossier de la chaise, l'ajusta sur ses épaules et sortit. Mais sur le pas de la porte, d'un geste qu'il faillit rater, elle jeta un bref regard en arrière. Ce n'était pas une invitation, c'était juste un regard. Mais c'était déjà beaucoup. Il revint le lendemain, et elle était là. Ce manège se répéta pendant près de 2 semaines, sans accord explicite, sans rendez-vous fixé, sans aucun contrat de présence. Il arrivait un peu en avance, commandait son café, s'asseyait à la même table. Elle apparaissait en allant au travail ou en revenant, prenait son gobelet au comptoir et parfois s'asseyait, parfois restait debout un instant avant de se décider à prendre place. Graduellement, l'angle de son corps changea. La chaise finit par ne plus être tournée vers la sortie. Leur conversation s'étoffèrent de manière organique, comme poussent les plantes que personne ne force, qui reçoivent juste assez d'eau et de lumière et décident d'elles-mêmes quand s'épanouir. Il parlait de son travail le plus simplement possible, sans le jargon des affaires, sans les chiffres qui impressionnent mais ne disent rien de vrai sur un homme. Elle l'écoutait avec cette attention tranquille, qu'il lui connaissait depuis ses 10 ans, quand elle était assise sur une pierre du jardin, son livre sur les genoux, les yeux attentifs à tout. Elle parla de la pizzeria, des services, des clients, ceux qui étaient aimables et ceux qui ne l'étaient pas, de la patronne, une femme nommée Françoise, qui avait monté l'affaire de rien et qui traitait son équipe avec une décence que Sophie mentionnait avec le soin de celle qui sait que ce n'est pas toujours la norme. Elle parla de Paris avec l'affection discrète de celle qui a choisi un endroit pour y vivre non par rêve, mais par nécessité, et qui y était restée. Elle ne parla pas du passé, pas durant ses premières semaines. Alexandre remarqua un de ces matins, un détail qu'il n'avait pas prévu. Elle était arrivée plus tard que d'habitude, légèrement essoufflée. En s'asseyant, elle consulta son téléphone 2 fois en 2 minutes, avec une expression de vigilance qu'il identifia non pas comme une anxiété banale, mais comme l'inquiétude spécifique de celui qui a une responsabilité sur les épaules. Quand il demanda avec prudence si tout allait bien, elle hésita une seconde avant de répondre que oui, c'était son fils, il était parti plus tôt pour le lycée et elle vérifiait juste qu'il était bien arrivé. Son fils. Il ne posa pas d'autres questions sur le moment, mais le mot resta suspendu, occupant un espace nouveau dans ce qu'il reconstruisait patiemment de la femme qu'était devenue Sophie durant les 20 années qu'il avait perdues. Elle était mère.
Il y avait un adolescent qui allait au lycée, qu'elle accompagnait par la pensée et par écran interposé avec la précision inquiète de ceux qui savent que le monde n'est ni simple, ni tendre. Et ce garçon changeait tout. Cela ne rendait rien plus difficile, au contraire. Cela rendait tout plus solide, plus réel, plus concret que n'importe quel sentiment qu'il essayait de remettre en ordre en lui-même. Les jours suivants, il commença à noter ce qu'elle ne disait pas, mais que son environnement criait pour elle. Son uniforme de la pizzeria était toujours impeccable, propre et repassé, mais son manteau d'hiver avait une poche dont les coutures avaient été renforcées à la main, une réparation faite avec un fil d'une autre couleur, exécutée avec soin, mais faute de matériel identique. Sa montre était simple, fonctionnelle. Ses mains portèrent les marques de ceux qui travaillent avec elle. Non pas un travail qui blesse, mais un travail qui exige. Elle portait tout cela avec une dignité silencieuse qui n'avait besoin d'aucune mise en scène. Par un matin plus glacial que les autres, alors que la vapeur du café s'élevait en volute entre eux, elle posa une question qui venait d'un endroit différent. « Pourquoi es-tu ici, Alexandre, à Paris? Pourquoi ici précisément ?» Il aurait pu donner la réponse corporate, qui était vraie mais incomplète. L'expansion du groupe dans la capitale, les projets d'urbanisme, le partenariat avec un cabinet local. Il donna cette réponse. Puis, il marqua un temps d'arrêt. « Et parce que tu te tenais devant cette porte, » ajouta-t-il, de sa voix toujours aussi calme. Sophie fixa son gobelet. Elle le fit pivoter lentement entre ses doigts, un geste qu'il reconnut comme l'équivalent extérieur d'une délibération interne. Quand elle reprit la parole, sa voix était maîtrisée, mais il y avait une fêlure dans ses mots. 20 ans ont passé, Alexandre. 20 ans sans un mot, sans un appel. Rien. Je sais. J'avais besoin d'une explication à l'époque. Pas du silence. Je sais. Et maintenant, tu surgis devant une porte avec la tête de celui qui a vu un fantôme. Et tu penses qu'un café va tout régler? Non, répondit-il. Je ne pense pas que quoi que ce soit se règle ainsi. Je sais juste que je ne peux pas repartir sans avoir au moins essayé de te dire ce que j'aurais dû te dire il y a 20 ans. Ce que je ne t'ai pas dit parce que j'ai été un lâche. Le mot tomba, net, sans justification. Lâche. Il avait passé 2 décennies à construire une narration un peu plus sophistiquée sur ce jour-là, avec des couches de contexte, de pressions familiales et de circonstances, mais au fond, sous tous ces artifices, le mot simple et honnête était celui-là. Et le dire à voix haute, à elle, dans ce café au bois usé et à l'odeur de réconfort, était bien différent de se l'avouer à soi-même, dans un appartement silencieux au milieu de la nuit. Sophie le scruta longuement. « Je n'ai pas besoin d'explication maintenant, finit-elle par dire. Ça ne change plus rien. Ça change tout pour moi. C'est bien que ça change quelque chose pour toi. » Elle se leva, mais cette fois sans précipiter son mouvement. « Mais j'ai un fils de 16 ans, une mère malade et un service à assurer. Ma vie ne s'est pas arrêtée en attendant que tu trouves ton courage. » Ce n'était pas de la cruauté. C'était simplement la vérité énoncée avec la précision de celle qui a appris, par nécessité, à être économe de ses mots. Il la regarda s'éloigner, et cette fois, elle ne se retourna pas. Mais il y avait, dans sa façon d'avoir dit tout cela, un sous-texte qu'il lut clairement. Elle était en train de digérer. Elle n'avait pas fermé la porte. Elle avait laissé une fissure minuscule de la taille exacte d'une blessure qu'elle n'avait pas encore décidé de soigner. C'était suffisant. La semaine suivante, par une coïncidence qui n'en était pas tout à fait une, car il avait mémorisé le trajet qu'elle effectuait le mardi entre la sortie du lycée de son fils et son service de l'après-midi, Alexandre apparut sur son chemin. Il y avait une petite place sur le trajet, avec des bancs en bois sous de grands platanes, où les gens s'arrêtaient quelques minutes avant de reprendre leur journée. Elle était là, sur l'un de ces bancs, son téléphone à la main, et à côté d'elle se tenait un adolescent aux épaules larges, portant un casque audio, qui dévisagea l'homme, s'approchant avec l'expression protectrice et un brin territorial de celui qui veille sur son territoire. Sophie leva les yeux de son écran. « Lucas, dit-elle, d'une voix qui était à la fois une présentation et un avertissement. « Je te présente Alexandre, une connaissance. » Le garçon retira une de ses oreillettes. Il jaugea l'intrus. Ce n'était pas de l'hostilité, c'était un examen minutieux, plus sophistiqué que celui d'un adolescent ordinaire, le genre de regard que développent les jeunes ayant appris tôt que les adultes ne sont pas toujours ce qu'ils prétendent être. Alexandre lui rendit son regard avec un respect sincère. « Lucas, dit-il, enchanté. » Le garçon ne répondit pas avec enthousiasme, mais fit un signe de tête. Alexandre s'assit sur le banc, à l'opposé de Sophie,
après en avoir demandé la permission, et tous trois restèrent ainsi quelques minutes dans un silence d'observation mutuelle. Puis, Lucas lança sans préambule qu'il y avait un problème dans son devoir de physique qui n'avait aucun sens. Il ne s'adressait à personne en particulier, jetant le sujet en l'air comme un test pour voir si quelqu'un s'en saisirait. Alexandre demanda de quoi il s'agissait. Lucas le regarda, un sourcil levé, comme s'il ne s'attendait pas à la question, ou du moins pas à ce que cet homme en costume prenne le sujet au sérieux. Il expliqua le problème. C'était une question d'accélération et de vitesse relative, des concepts qui s'entrechoquaient dans sa tête d'une manière que le manuel scolaire n'avait pas réussi à démêler. Alexandre écouta, réfléchit un instant et commença à expliquer en utilisant un exemple qui n'était pas dans le livre, quelque chose sur la façon dont deux métros à des vitesses différentes perçoivent le mouvement l'un de l'autre. Simple, concret, avec une patience qui venait d'un endroit authentique et non d'une quelconque condescendance. Lucas écouta, posa une question, reçut une autre explication, posa une autre question, et pendant environ 15 minutes, sous le regard silencieux de Sophie dont le café refroidissait, l'adolescent et l'homme discutèrent de physique avec cette égalité d'esprit qui n'a pas besoin de hiérarchie pour fonctionner. À la fin, Lucas remit son casque, mais pas avant d'avoir dit, avec une brièveté qui n'était pas de l'impolitesse, « Vu comme ça, c'est plus logique. » Alexandre n'en fit pas des tonnes. Il ne transforma pas ce moment en un geste héroïque. Il se leva peu après, dit qu'il devait y aller et s'éloigna. Mais avant, pendant une seconde, il croisa le regard de Sophie et ce qu'il lut sur son visage n'était pas encore de la tendresse, mais c'était le début de quelque chose qui pourrait le devenir, si personne ne forçait le destin. La fête de la science du lycée de Lucas eut lieu un vendredi. Alexandre l'apprit par une remarque que Lucas avait faite lors d'une de leurs rencontres suivantes sur la place, évoquant un projet de robotique qu'il construisait avec deux camarades. C'était un projet d'automatisation simple, rien de révolutionnaire, mais le garçon parlait des composants avec une précision technique et une lueur dans les yeux qui prouvait que ce n'était pas un simple devoir, mais une vocation. Alexandre se rendit à l'exposition. Il ne prévint pas. Il resta au fond du gymnase parmi les autres parents et curieux, vêtus d'une veste quelconque, dépouillé de tous les signes extérieurs de pouvoir, et observa Lucas présenter son projet aux jurés. Le garçon s'exprimait bien avec une assurance technique dénuée d'arrogance. Quand l'un des juges posa une question pointue sur le système de capteurs, Lucas répondit avec un calme qu'Alexandre reconnut c'était le même qu'il voyait chez les meilleurs ingénieurs de ses équipes. Après la présentation, alors que la salle se vidait, Lucas l'aperçut au loin et resta immobile, visiblement incertain de la conduite à tenir. Alexandre s'approcha, dit que le projet était solidement conçu et l'interrogea sur la logique du système avec une curiosité qui n'avait rien de protocolaire. Et le garçon, après une seconde de surprise, se remit à expliquer avec la même énergie. Sophie se tenait un peu plus loin, les observant. Alexandre n'avait pas besoin de la regarder pour savoir qu'elle était là. Il sentait sa présence. De la même manière qu'il l'avait toujours sentie depuis ce jardin de Fontainebleau, depuis ces après-midi où elle n'était qu'une enfant assise sur une pierre, et lui un enfant collé à la vitre, sans savoir qu'il apprenait ce que signifiait désirer la compagnie de quelqu'un. Cette nuit-là, elle lui envoya un message. Le premier. Juste 2 lignes. Il était ravi, merci d'être venu. Il fixa l'écran pendant un long moment, avant de répondre. Il écrivit simplement que son intérêt était sincère. Elle ne répondit rien d'autre. Mais il garda son téléphone en main un bon moment, dans cet appartement qui restait silencieux, mais qui semblait, pour une raison mystérieuse, un peu moins vide qu'auparavant. La routine qui s'installa entre eux n'avait ni nom ni règle, ce qui la rendait à la fois fragile et honnête. Honnête, parce que rien de ce qui arrivait n'avait été négocié ou mis en scène. Fragile parce qu'il aurait suffi d'un mot de travers, d'un geste trop brusque ou trop rapide, pour défaire ce qui se reconstruisait avec la patience de ceux qui restaurent une antiquité précieuse. Alexandre avait changé petit à petit sa façon de se présenter dans ce quartier. Il laissait sa voiture de fonction et son chauffeur au garage certains jours et se mettait à marcher quand sa destination était le Canal ou Belleville. Il troqua ses costumes sur mesure pour des vêtements plus simples, non pas comme un déguisement ou une parodie d'humilité, mais parce qu'il y avait quelque chose de libérateur à ne pas porter l'armure de sa fonction à chaque instant. C'était comme si l'armure restait au vestiaire avec son manteau. Et sans elle, il découvrait qu'il savait encore être juste un homme dans un café, sur une place, sur un trottoir pavé, sans que personne n'attende rien de lui, sinon d'être là. Avec Lucas, le lien grandit naturellement.
car Lucas était le genre de garçon qui écartait d'emblée tout ce qui n'était pas authentique. Il n'y avait pas de place pour les faux-semblants avec lui, non par hostilité, mais parce que ses radars internes pour détecter l'hypocrisie étaient calibrés avec une précision chirurgicale. C'était le regard de celui qui a grandi en observant beaucoup et en faisant peu confiance, de celui qui a appris que les adultes ne font pas toujours ce qu'ils disent et que pour cette raison, les paroles pèsent moins que les actes répétés. Alexandre comprenait ce langage. C'était aussi le sien, même s'il avait mis plus de temps à l'admettre. Leurs discussions sur la place s'allongèrent. Lucas commença à parler de ses projets technologiques, avec plus de détails, des idées qu'il avait pour des systèmes d'automatisation applicables à des problèmes réels, petits mais concrets, comme ce système d'arrosage automatique qu'il avait tenté de bricoler pour une plante à la maison avec des matériaux de récupération et qui avait fonctionné 3 jours avant de lâcher. Alexandre écouta le problème avec attention, non pas avec l'oreille du magnate devant un business plan, mais avec celle de quelqu'un qui trouve le défi technique passionnant. Ils passèrent tout un samedi après-midi, assis sur le banc, Lucas expliquant le circuit qu'il avait monté, tandis qu'Alexandre posait des questions qui forcèrent le garçon à réfléchir. Sophie resta dans les parages une partie de ce samedi, sortant faire des courses et revenant avec un café qu'elle déposa pour Alexandre sans qu'il l'ait demandé, posé discrètement à côté de lui sur le banc, comme un geste qui se passait de commentaires. Il ne commenta pas, mais il le garda précieusement en lui. Le changement d'attitude de Sophie à son égard ne fut pas un événement soudain, mais un processus lent, avec un rythme propre qu'il apprit à ne pas brusquer. Il y avait des jours où elle était plus ouverte, où le coin de ses lèvres s'adoucissait et où les mots sortaient plus facilement. Et il y avait des jours où elle arrivait au café avec la fatigue gravée sur le visage et cette distance propre à ceux qui doivent économiser leur énergie pour simplement tenir debout. Il apprit à lire ces jours-là et à adapter sa présence. Les jours fermés, il posait moins de questions, parlait de sujets neutres, ne forçait rien. Les jours ouverts, il se permettait d'aller un peu plus loin, un peu plus au fond des choses. Par un de ces matins sereins, elle l'interrogea sur son entreprise. Pas de manière formelle, pas sur les chiffres ou l'expansion, mais sur ce projet qu'il avait mentionné au détour d'une phrase, sur la division d'urbanisme que le groupe venait de créer. Il expliqua. Cette division naissait d'une conviction profonde. Il y avait un marché immense et socialement urgent dans la réhabilitation des quartiers périphériques, avec un focus sur les logements abordables et les espaces partagés. Ce n'était pas de la philanthropie, mais un modèle économique à impact réel, car les deux devaient coexister. Il commençait par Paris parce que la tradition urbanistique de la ville se prêtait parfaitement au type de projet qu'il imaginait. Elle l'écoutait avec cette attention qui n'était plus de la politesse, mais un intérêt véritable. Quand il eut fini, elle fixa son gobelet un moment et confia, presque pour elle-même, qu'elle avait étudié l'architecture pendant 2 ans avant de devoir arrêter. Il ne dit rien tout de suite. Il attendit. « Ta mère est tombée malade quand j'avais 21 ans, raconta-t-elle, et Lucas est né quand j'en avais 27. Ces 2 choses combinées ne laissent-moi pas beaucoup de place pour terminer une faculté qui exige une présence totale et un temps que tu n'as plus. Tu as arrêté définitivement. J'ai arrêté quand j'ai dû arrêter. » Elle haussa légèrement les épaules, sans résignation, mais avec l'acceptation de celle qui a déjà fait le deuil de ses rêves pour ne plus en souffrir. À la fin, la vie t'oblige à choisir l'urgence. L'université est restée pour plus tard, et le plus tard n'est jamais arrivé sous la bonne forme. Alexandre resta silencieux, pas le silence de celui qui n'a rien à dire, mais celui de celui qui encaisse l'information. « Tu y penses encore ?» Elle le regarda avec une multitude de nuances dans les yeux. Ce n'était pas une question simple, c'était une question qui touchait à ce qu'elle avait laissé derrière elle. « Parfois, » répondit-elle, « quand je vois une rénovation bien faite dans un vieil immeuble, quand je traverse un quartier qui pourrait être différent, j'ai cette manie irritante de voir les espaces pour ce qu'ils pourraient être au lieu de ce qu'ils sont. Lucas dit que c'est un défaut. Lucas se trompe. » Le coin de sa bouche tressaillit. Ce n'était pas encore un sourire complet, mais l'esquisse d'un. Tout ce qui se trouvait dans ce café à 10 heures du matin était simple. Les tables usées, l'odeur du grain moulu, la vitre embuée par le froid. Et cette femme assise en face de lui, avec ses yeux sombres qui portaient encore cette étincelle et un passé qu'elle avait porté seule bien trop longtemps. Cet après-midi-là, après avoir quitté le café, Alexandre se rendit à son bureau et resta assis à sa table de réunion, bien après le départ de ses collaborateurs, les plans de la division urbanistique étalés devant lui.
Il réfléchissait à une idée qui s'était plantée dans son esprit sans demander la permission. Une consultante avec une vision réelle des espaces, qui voyait ce qui pourrait être plutôt que ce qui était, qui avait 2 ans d'architecture et une vie entière d'observation pratique de la façon dont les gens habitent vraiment les lieux. Il ne construisait pas un plan à cet instant, il laissait juste l'idée exister, pour voir où elle le mènerait. L'appel arriva un mercredi soir. C'était Sophie, ce qui était une nouveauté, car elle n'avait jamais appelé auparavant, se contentant de messages brefs. Sa voix était calme, mais il la connaissait assez maintenant pour déceler la faille sous le contrôle. « Ma mère est à l'hôpital. Rien d'urgent pour l'instant, mais son état s'est dégradé. J'essaie de gérer la logistique avec Lucas, mais je ne peux pas être au chevet de ma mère et m'occuper de lui en même temps. » Il répondit immédiatement qu'il s'occuperait de Lucas. Il ne demanda pas si elle en était sûre. Il ne proposa pas d'alternative. Il dit qu'il prenait Lucas et demanda l'adresse. Il y eut un court silence à l'autre bout du fil. Puis, elle donna l'adresse. Alexandre prit sa propre voiture, sans chauffeur, et se rendit à l'appartement près du canal Saint-Martin où Sophie et Lucas vivaient. C'était au 2e étage d'un immeuble ancien, solide, avec une façade portant la patine respectable, des choses qui vieillissent bien parce qu'elles sont faites de matériaux honnêtes. Lucas descendit avec son sac à dos et une expression qui était la version concentrée de l'inquiétude. Le visage de celui qui traite une information difficile et n'a pas encore décidé comment la gérer publiquement. Ils montèrent en voiture. Pendant un moment, Alexandre ne dit rien, se concentrant sur la conduite. Quand Lucas demanda des nouvelles de sa grand-mère, Alexandre dit ce qu'il savait, qu'elle était à l'hôpital, que sa mère était avec elle et que c'était le plus important. Puis il demanda si Lucas avait mangé. Ce n'était pas le cas. Ils s'arrêtèrent dans un endroit simple, sans chichi, et le garçon mangea en silence avant de commencer à parler. Pas de sa grand-mère, pas tout de suite, mais d'autres choses, du lycée, de son projet de robotique, d'un ami qui avait des problèmes avec son père et qui s'était confié à lui parce que Lucas, selon lui, savait écouter sans donner de conseils à la chaîne. Alexandre écouta sans donner de conseils. Plus tard, alors que la nuit était bien avancée et que Lucas dormait dans l'appartement d'Alexandre avec la promesse qu'il serait prévenu de la moindre nouvelle, Sophie envoya un message depuis l'hôpital. « Ma mère est stable. Merci. » Il répondit que tout allait bien avec Lucas, qu'il avait mangé et qu'il dormait. Il resta éveillé tard, sans rien faire de spécial, restant simplement disponible au cas où elle aurait besoin de lui. Elle en eut besoin tout au long de la nuit. Pas de grandes choses, de messages auxquels répondre d'une voix à l'autre bout du fil qui n'exigeait aucune explication. À 3 heures du matin, elle écrivit qu'elle en avait assez d'être la seule adulte dans la pièce. Il ne lui dit pas qu'elle n'était pas seule. Il lui dit qu'il était réveillé si elle voulait appeler. Elle appela. Ils parlèrent pendant 40 minutes. Elle ne pleura pas, mais il y avait dans sa voix l'équivalent émotionnel des larmes, cette texture de celle qui est au bord d'un effondrement contenu depuis trop longtemps. Elle parla de sa mère, de la maladie commencée des années plus tôt et devenue de plus en plus envahissante, des nuits à l'hôpital qui se faisaient plus fréquentes, de la façon dont Lucas ressentait tout cela, ce qu'elle essayait de protéger, mais qu'elle savait qu'il percevait car il avait toujours tout ressenti. Alexandre écouta. Il ne chercha pas à résoudre le problème, il n'offrit pas de solution, de perspective ou de réconfort préfabriqué. Il resta simplement présent sur la ligne, et il y avait une qualité dans cette présence qu'elle n'avait pas connue depuis longtemps. La présence de quelqu'un qui est là véritablement, sans arrière-pensée, sans hâte, sans rien vouloir en échange, sinon de ne pas la laisser affronter ce couloir à 3 heures du matin, totalement seul. Quand ils raccrochèrent, il était presque 4 heures. Alexandre resta allongé à fixer le plafond avant de fermer les yeux. Quelque chose était en train de se passer, et cela ne concernait plus le passé. Cela concernait ce qui se construisait maintenant, dans ce présent non planifié, commencé par une porte ouverte et une pizza oubliée sur le sol, et qui devenait lentement et irrévocablement quelque chose qu'il ne savait pas encore nommer, mais dont il reconnaissait le poids. C'était réel, et le réel il l'avait appris en des décennies d'affaires à une consistance différente de tout ce qui est bâti sur les apparences. Le réel n'a pas besoin de maintenance constante. Le réel existe, tout simplement, même quand personne ne regarde. Dans les semaines qui suivirent, les visites à l'hôpital pour Madame Rose devinrent plus fréquentes. Son état n'était pas critique, mais la maladie était entrée dans une phase qui exigeait plus de soins, plus d'examens, plus d'attention clinique. Sophie réorganisa ses services à la pizzeria.
Françoise fut généreuse avec les horaires autant que possible, mais il y avait une limite à ce qui pouvait être réorganisé. Lucas était au lycée, puis sur la place ou à la maison, et il y avait un intervalle entre ces points qui nécessitait une couverture. Alexandre organisa son propre emploi du temps pour combler ces vides sans en faire un événement. Il apparaissait quand c'était nécessaire, emmenait Lucas quand Sophie ne pouvait pas, restait dans la salle d'attente de l'hôpital quand elle était à l'intérieur pour des papiers à signer ou des médecins à voir. Il n'annonçait pas ce qu'il faisait, il le faisait tout simplement. Et cette absence de proclamation était en soi une forme de langage, car les gestes qui ne réclament aucune reconnaissance sont les seuls qui valent vraiment quelque chose. Un après-midi, alors qu'il attendait dans le hall de l'hôpital, Sophie sortit de la chambre et le trouva assis là, son téléphone en main et un café de machine, visiblement infect, qu'il buvait sans se plaindre. Elle s'arrêta sur le seuil et resta à le regarder une seconde avec une expression qu'il ne chercha pas à interpréter. Puis elle s'approcha et s'assit sur le siège voisin sans rien dire pendant un moment. Puis, elle posa sa main sur la sienne. Elle ne dit rien, juste cela. Sa main sur la sienne chaude, avec une pression légère qui était à la fois un remerciement et un abandon à quelque chose à quoi elle avait résisté pendant des semaines. Lui ne bougea pas. Il ne transforma pas ce geste en plus qu'il n'était. Il retourna juste légèrement sa main pour serrer la sienne, avec le soin de celui qui tient un objet précieux dont il sait qu'il peut se briser s'il est trop serré. Ils restèrent ainsi jusqu'à ce que l'infirmière appelle le nom de Madame Rose. Et quand Sophie se leva, elle le fit avec une légèreté dans le pas qui n'était pas là quand elle était entrée à l'hôpital quelques heures plus tôt. Madame Rose Morel avait 71 ans et avait porté beaucoup de poids sur ses épaules toute sa vie. Veuve très tôt, une fille élevée avec l'économie sévère de ceux qui n'ont aucune marge d'erreur, une maladie arrivée sans demander la permission alors qu'elle atteignait le 3e âge. C'était une femme de peu de mots, avec des yeux qui lisaient les gens avec une précision héritée de décennies d'observation, de ceux qui ont appris que le langage des gestes est plus fiable que celui des paroles. Quand Alexandre lui fut présenté formellement, non pas dans un couloir d'hôpital, mais un après-midi où Sophie l'emmena enfin à l'appartement, Rose le dévisagea depuis son fauteuil, une couverture sur les genoux. Elle continua de le fixer pendant un temps qui aurait été inconfortable si l'examen n'avait pas été aussi manifestement sincère. Il n'y avait aucune hostilité dans ce regard. C'était l'examen d'une femme qui avait vu sa fille souffrir et qui ne confierait son cœur à personne, qui ne le méritait pas. Alexandre s'assit. Il ne chercha pas à impressionner. Il demanda comment elle se sentait, écouta la réponse, interrogea sur le quartier où elle avait grandi, sur ce qu'était Paris dans les années où la ville était différente. Rose commença à répondre avec prudence, puis s'ouvrit car il y avait quelque chose d'authentique dans sa façon d'écouter qui n'était pas une mise en scène. À la fin de l'après-midi, quand la visite prit fin, elle ne dit rien directement à Sophie, mais alors qu'Alexandre allait chercher son manteau, la vieille femme pressa la main de sa fille pendant une seconde, un geste qui n'avait pas besoin de mots. Sophie comprit. Le déclin de Madame Rose commença de manière graduelle, puis s'accéléra, comme c'est souvent le cas avec ces maladies qui ont leur propre logique, une chronologie que les médecins peuvent estimer mais jamais garantir. Les hospitalisations devinrent plus longues, les intervalles entre elles plus courts. Sophie arrivait à l'hôpital directement après son service à la pizzeria, parfois encore avec son blouson rouge, s'asseyait au chevet de sa mère et y restait jusqu'à la fin des heures de visite. Elle rentrait chez elle, dormait ce qu'elle pouvait et retournait au travail. Alexandre était présent dans ce rythme comme un élément constant et discret. Il emmenait Lucas, allait le chercher. Restait en salle d'attente quand Sophie avait besoin de temps seule dans la chambre. Il s'occupa des formalités administratives qui surgissent inévitablement dans ces circonstances. Formulaires, autorisations, demandes de documents, avec l'efficacité de celui qui sait naviguer dans les systèmes, mais sans en faire un spectacle. Une nuit, tard, alors que l'aile de l'hôpital était plongée dans un silence épais, Sophie était assise sur l'une de ces chaises en plastique dur du couloir, le visage dans les mains. Alexandre arriva avec 2 cafés de la machine, les mêmes, toujours aussi mauvais, et s'assit à côté d'elle sans demander la permission. « Aujourd'hui, elle m'a appelé par un autre nom, » dit Sophie sans lever les yeux. « Elle m'a appelé par le nom de sa sœur, morte quand elles étaient jeunes. Elle lui parlait comme si j'étais cette femme. Alexandre ne dit pas que c'était normal, même si ça l'était. Il ne dit pas que tout irait bien, même s'il l'aurait pu. Il dit simplement que cela devait être dur de rester là et de ne pas être reconnu. » Elle leva le visage. Ses yeux étaient secs
Mais c'était cette sécheresse qui vient après trop de temps, quand les larmes ont dépassé le stade où elles coulent facilement pour devenir quelque chose de gardé plus profondément. Je me demande si elle sent que je suis là, même quand elle ne sait plus qui je suis, dit-elle. S'il y a une partie d'elle qui le sait. Je crois que oui. Ce n'était pas une réponse intellectuelle. C'était une réponse venue d'ailleurs, de cet endroit qui ne s'explique pas mais se reconnaît. Elle resta à le regarder, et il y avait dans ce regard une ouverture différente, plus profonde, plus vulnérable. Le regard de celle qui est si fatiguée de tout contenir qu'elle a besoin, ne serait-ce qu'un instant, de laisser sortir quelque chose. Les nuits suivantes furent ainsi. Il était là quand elle en avait besoin, et elle laissa petit à petit, avec l'hésitation de celle qui ouvre une fenêtre restée close trop longtemps, sa présence devenir plus qu'une simple aide pratique. Il y eut des conversations dans le couloir de l'hôpital qui parlèrent de tout et de rien. De l'enfance de Sophie à Paris, de la façon dont son père, Jean-Pierre, lui avait appris le nom de chaque plante de ce jardin qu'Alexandre connaissait si bien sous un autre angle. Il y avait quelque chose de poétique et de douloureux dans ce chevauchement de souvenirs. Tous deux avaient habité le même espace pendant des années. Lui à l'intérieur, elle à l'extérieur, et ils n'avaient jamais été ensemble ce qu'ils étaient maintenant. Un après-midi, durant un répit entre deux visites, Sophie se rendit à l'appartement pour chercher quelques affaires pour sa mère. Alexandre l'accompagna, non parce qu'elle l'avait demandé, mais parce qu'il avait appris que dans les situations difficiles, la présence valait mieux que la question de savoir si elle était souhaitée. Tandis qu'elle rangeait des choses dans la chambre de sa mère, il resta au salon, regardant les photos au mur. Il y avait une photo de Sophie enfant, peut-être 8 ans, dans un jardin avec un sourire qui occupait tout son visage. Et il y avait une photo de Jean-Pierre, jeune, ses outils de jardinage à la main, sur un fond qu'Alexandre reconnut immédiatement, même après des décennies. C'était le jardin du domaine des Valmont. Il resta à fixer cette photo un long moment. Sophie apparut sur le seuil et vit ce qu'il regardait. Ils restèrent silencieux tous les deux, fixant la même image, pour un instant qui portait le poids de 20 ans de non-dit. « Il faisait ce travail avec amour, dit-elle enfin. Il ne s'est jamais plaint. Il n'a jamais dit qu'il aurait dû recevoir plus ou qu'il méritait mieux que ce qu'il avait. Mais je le savais. Je le voyais dans sa façon de regarder cette maison parfois, avec une expression qui n'était pas de l'envie, mais juste la reconnaissance qu'il y avait deux mondes très différents, et qu'il était du côté qui exigeait le plus et donnait le moins. » Alexandre resta muet. « J'ai hérité de ça, de lui, continua-t-elle. Cette habitude de ne pas se plaindre, de résister, d'avancer. » Elle marqua une pause. « Parfois, je me demande si c'était une vertu ou juste ma façon d'apprendre à survivre. »« Ça peut être les deux, » répondit-il. Elle le regarda. Puis, d'un mouvement imprévu, elle s'approcha du canapé et s'assit. Il s'installa à ses côtés. Et pour la première fois depuis leur retrouvaille, Sophie Morel parla de ce jour-là. Le jour qui avait scindé sa vie en un avant et un après, avec la cruauté efficace d'une coupure nette. Elle avait 18 ans quand Victoire Valmont l'avait convoquée dans le bureau du domaine. C'était un après-midi ensoleillé. Elle était allée au jardin voir son père, comme elle le faisait parfois. La mère d'Alexandre était impeccable, comme toujours, assise dans un fauteuil de cuir derrière un bureau qui tenait plus de l'hôtel que de la table de travail. Avec sa voix posée et ses yeux précis de celle qui n'a pas l'habitude qu'on lui dise non, elle lui avait dit comprendre qu'il y avait une affection entre elle et Alexandre, mais que cela n'était pas possible. Que la famille avait des responsabilités dépassant les sentiments personnels, et que le plus honnête était qu'elle le sache maintenant pour ne pas s'illusionner sur un avenir inexistant. Elle le lui avait dit sans cruauté apparente, sans insulte directe, avec l'élégance glacée de ceux qui savent que la lame la plus efficace est celle qui semble raisonnable. Sophie était sortie du bureau, était allée au jardin où son père taillait une haie, était restée à le regarder travailler quelques minutes, puis était partie sans un mot. Elle n'était plus jamais revenue au domaine. Elle avait attendu une semaine qu'Alexandre l'appelle, qu'il vienne la voir, qu'il fasse quelque chose prouvant que cet entretien n'était que l'opinion de sa mère et non la décision du fils. Le téléphone n'avait jamais sonné. Elle termina son récit d'une voix calme, sans mélodrame, avec la précision de celle qui sait raconter cette séquence d'événements tant de fois que les arêtes émotionnelles ont été polies par l'usage. Mais il restait, dans ces derniers mots, quelque chose qui résistait à toute usure, l'amertume simple de celle qui a attendu quelqu'un qui ne s'est pas présenté. Alexandre fixait ses mains. « J'ai appris sa conversation avec toi 2 jours plus tard, dit-il. Je suis allé au jardin te chercher, et Jean-Pierre m'a dit que tu ne venais plus. J'ai essayé d'appeler 3 fois. Le numéro ne répondait plus.
J'avais changé de puce. Silence. Je suis allé chez ta mère, continua-t-il. La voisine a dit que vous aviez déménagé. J'ai essayé de savoir où par Jean-Pierre, mais il s'est contenté de me regarder et de dire que tu avais besoin d'espace. J'ai respecté cela. Il marqua une pause. Je n'aurais pas dû le respecter. Non, dit-elle, tu n'aurais pas dû. Nouveau silence. Puis elle se leva, alla chercher de l'eau dans la cuisine, revint. L'appartement était paisible, et la fin de journée entrait par les fenêtres, avec cette lumière que Paris possède lors des après-midi d'hiver. Une lumière qui semble avoir voyagé longtemps pour arriver, et qui pour cette raison est un peu mélancolique. Je ne vais pas faire semblant que ça ne fait pas mal, dit-elle. Ça fait encore mal. Mais j'ai aussi dû arrêter de laisser cette douleur prendre toute la place, parce qu'un jour Lucas m'a demandé pourquoi j'avais parfois cette tête-là, et j'ai compris que je ne voulais pas qu'il grandisse en pensant que la tristesse était l'état naturel des choses. Il a bien grandi, dit Alexandre. C'est grâce à toi. Elle resta silencieuse un moment. Puis elle dit, d'une voix un peu différente, plus basse, plus intime, « Tu me manques. Tu m'as manqué alors, et tu continues de me manquer maintenant. Je ne voulais pas que ce soit le cas, mais c'est ainsi. » Ce n'était pas une déclaration d'amour. C'était à la fois plus et moins que cela. C'était la confession de celle qui avait appris à vivre sans une chose essentielle, et qui, face à cette chose à nouveau, devait admettre que le manque avait toujours été là, même quand elle prétendait le contraire. Les derniers jours de Madame Rose arrivèrent avec la délicatesse sombre propre à ces instants, plus léger que prévu, mais non moins pesant. Elle devint plus silencieuse, plus repliée sur elle-même. Les conversations s'espacèrent pour laisser place à une présence presque contemplative. Il y eut un après-midi où Sophie était au chevet de sa mère, lui serrant la main, et Lucas était de l'autre côté, calme, son casque autour du cou, comme quelqu'un qui n'a pas besoin de musique, car le silence ici avait déjà assez de substance. Et Alexandre était dans le couloir, un peu à l'écart, respectant l'intimité de ce qui leur appartenait. Rose ouvrit les yeux cet après-midi-là et resta à regarder ses deux enfants, sa fille et son petit-fils, pendant un temps qui semblait être une pleine reconnaissance, l'un de ces rares moments de lucidité qui vont et viennent comme des vagues. Puis, elle regarda au-delà de la porte entr'ouverte, vers le couloir, vers Alexandre qui se tenait là, et elle dit, d'une voix ténue mais claire, « Sophie ». Sa fille se pencha. « Ne l'éloigne pas ». Sa voix était faible, mais habitée. « Il vous aime ». Puis elle ferma les yeux. Le lendemain après-midi, Rose s'en alla. Elle partit avec la même tranquillité qu'elle avait mise à tout affronter dans sa vie, sans drame, avec une dignité qui restait sienne même à cet instant. Sophie lui tint la main jusqu'à ce que l'infirmière entre discrètement. Lucas resta immobile dans un coin de la chambre, avec des yeux qui portaient quelque chose de plus vieux que ses 16 ans. À l'enterrement, Alexandre resta à leur côté, ni au centre ni trop loin, à la juste distance qu'il avait appris à calculer durant tous ces mois, la distance de celui qui est présent sans être envahissant. Et les paroles de sa mère résonnaient en Sophie comme une cloche qui n'aurait sonné qu'une fois mais continuerait de vibrer, douce et insistante, dans une poitrine qui avait appris à protéger son cœur avec une efficacité qui, parfois, coûtait trop cher. Après les obsèques, l'appartement resta enveloppé de ce silence spécifique aux maisons qui ont perdu une présence. Ce n'est pas le silence ordinaire, celui de quand tout le monde est sorti et que la maison est vide. C'est un silence différent, qui a un poids, qui occupe les coins, les tiroirs et les parfums que la personne a laissés derrière elle. Sophie resta quelques jours dans ce silence, avant de reprendre le travail. Lucas retourna au lycée plus tôt, car elle savait que la routine était pour lui ce que le mouvement était pour d'autres. Une façon de continuer à exister sans avoir à penser à tout en même temps. Alexandre ne l'oppressa d'aucune présence durant ses premiers jours. Il envoya des messages brefs, répondit quand elle écrivait, apporta des provisions une fois sans sonner, les laissant simplement sur le pas de la porte avec un mot d'une ligne. Elle trouva le mot en ouvrant la porte et resta à le regarder un moment avant de ramasser les sacs. Le fait qu'il n'ait pas sonné fut plus éloquent que n'importe quelle déclaration. Quand elle retourna au café pour la première fois, 2 semaines plus tard, il était là. À la même table, le même café, le journal qu'il lisait parfois et qu'il utilisait parfois juste comme support à sa présence. Elle entra, commanda au comptoir, et sans qu'aucun d'eux n'ait besoin de se concerter, elle se dirigea vers la table et s'assit. Ils restèrent silencieux un long moment, ce genre de silence qu'ils avaient déjà développé au fil des mois, celui qui n'a pas besoin d'être comblé car il est déjà une forme de communication. Elle a écrit sur le cahier, à côté d'une recette de riz au lait, que la plus grande erreur qu'une personne puisse commettre est d'aimer avec peur, dit Sophie.
Je ne sais pas quand elle a écrit ça. Je ne sais pas pour qui c'était, mais c'est resté là. Alexandre la regarda fixement. Elle était sage. Elle l'était. Sophie entoura son gobelet de ses deux mains. J'ai hérité d'elle plus de choses que je ne l'imaginais. Parmi elles, probablement, cette façon d'aimer avec peur. C'était la première fois qu'elle utilisait le mot « aimer » dans ce contexte. Il n'en fit pas un événement. Il continua de la regarder avec le même regard, présent, sans urgence, et dit « On peut apprendre à faire autrement. » Elle resta silencieuse. Puis un coin de sa bouche bougea lentement, comme une fleur qui décide de s'ouvrir un jour précis parce que la température est enfin la bonne. C'est durant cette période, dans cette phase de reconstruction graduelle qui suit le deuil, qu'Alexandre fit sa proposition. Il avait mûrement réfléchi à la façon de s'y prendre, revoyant l'idée sous l'angle pratique et personnel plusieurs fois pour s'assurer que les deux aspects étaient assez distincts pour lui permettre de refuser sans que rien entre eux ne doive changer. Ce n'était pas une condition. Ce n'était pas emballé dans une affection telle que le refus semblerait être un rejet de l'affection elle-même. C'était une proposition professionnelle, nette, avec contrat et autonomie, qui existait pour ses propres mérites et qu'elle pourrait évaluer selon ses propres critères. Il s'agissait d'un poste de consultante senior au sein de la division urbanisme du groupe, axé sur des projets de réhabilitation avec un focus sur les logements abordables et les espaces communautaires à Paris. Le travail était réel, il y avait de vrais projets en attente. Une équipe en formation qui avait besoin de quelqu'un voyant les espaces, non pas avec l'œil d'un tableur, mais avec celui de quelqu'un comprenant ce qui se passe quand les gens habitent vraiment un lieu. Le financement des études pour terminer sa licence d'architecture était structuré comme un prêt sans intérêt, remboursable seulement lorsqu'elle serait financièrement stable, selon les modalités qui lui conviendraient. Il posa le contrat sur la table du café un matin et dit qu'elle pouvait l'emporter, le lire à tête reposée, et qu'aucune réponse immédiate n'était attendue. Si elle disait non, le café du lendemain serait identique à tous les autres. Elle prit le contrat sans mot dire. Elle l'emmena chez elle. Elle lut chaque clause, non pas une fois, mais plusieurs, avec cette attention méticuleuse qu'elle appliquait à tout ce qui concernait sa vie et celle de son fils. Elle vérifia les termes du prêt, les clauses de sortie, le périmètre du poste. Il n'y avait là rien qui ressemble à un piège, juste une opportunité honnête, structurée avec assez de soin pour qu'elle puisse l'accepter sans rien devoir d'autre que le travail qu'elle fournirait. Lucas était dans la cuisine en train de goûter quand elle finit sa 3e lecture. Elle le rejoignit, s'assit sur un tabouret et lui dit qu'elle avait une proposition d'emploi différente et qu'elle voulait son avis. C'était une habitude qu'elle avait avec son fils depuis qu'il était petit, non pas qu'elle ait besoin de l'aval d'un adolescent, mais parce qu'elle avait appris qu'inclure Lucas dans les décisions était une façon de lui donner confiance en la valeur de son opinion. Lucas écouta la description du poste avec le même sérieux qu'il mettait dans ses problèmes de physique. Il l'interrogea sur l'université. Elle expliqua le prêt. Il resta silencieux un instant, puis dit, avec sa brièveté habituelle, « Tu devrais le faire. Tes yeux s'allument quand tu parles d'espace. » Elle resta à regarder son fils une seconde de trop. Il y avait des moments où Lucas la surprenait par une perception plus mature que son âge, et dans ces moments-là, elle ressentait quelque chose qui était à la fois de la fierté et une nostalgie anticipée pour l'enfant qu'il avait été. Le lendemain matin, elle arriva au café avec le contrat dans son sac. Elle s'assit, commanda son café, regarda Alexandre avec une expression qui n'était plus celle du couloir de l'hôpital ou de la place. C'était quelque chose de plus ferme et de plus ouvert à la fois. « Il y a une clause qui doit être ajustée, dit-elle. Concernant l'emploi du temps des projets, j'ai besoin de flexibilité pour mon service de l'après-midi 3 jours par semaine pendant encore quelques mois, le temps d'organiser mon départ de la pizzeria sans laisser Françoise dans l'embarras. C'est déjà dans le contrat révisé, dit-il en sortant une version pliée de sa poche. Page 3, paragraphe 2. Elle resta à le regarder, interdite. Tu savais déjà que j'allais demander ça. Je savais que c'était la chose logique à demander. Le coin de sa bouche tressaillit. Elle prit son stylo, vérifia la page 3, le paragraphe 2 et signa. Sans hâte, sans cérémonie, mais avec la fermeté tranquille de celle qui passe un pacte avec elle-même autant qu'avec l'entreprise. Le pacte qu'elle allait recommencer à rêver, que les rêves interrompus n'étaient pas périmés, qu'ils avaient juste attendu les conditions adéquates pour renaître. Les premières semaines à son nouveau poste furent intenses. Sophie s'immergea dans les projets avec une énergie que l'équipe remarqua vite. Lors d'une réunion de présentation, elle fut la seule consultante à arriver avec des cartes d'observation de terrain faites à pied, avec des notes sur le flux des gens dans certains espaces,
sur ce que les habitants du quartier faisaient des lieux à leur disposition et comment ils les transformaient selon leurs besoins. Claude, l'associé d'Alexandre qui coordonnait la division en interne, l'appela après la réunion pour lui dire qu'elle était exceptionnelle. Alexandre répondit qu'il le savait déjà. Les cours du soir en architecture commencèrent un mardi. Sophie arriva au premier cours avec un sac à dos qu'elle avait acheté neuf. Pas cher, mais neuf, ce qui était en soi un geste symbolique, et s'installa au troisième rang, son cahier ouvert, avec une attention telle que le professeur, après des années de cours devant des adultes mêlant enthousiasme et fatigue, commenta à un collègue qu'il y avait une nouvelle étudiante qui écoutait comme si chaque mot était le dernier qu'elle entendrait de sa vie. Lucas, de son côté, était entré dans une phase d'ouverture que Sophie observait avec prudence et joie. Le garçon s'était mis à parler davantage à la maison, non pas de manière exubérante, ce n'était pas son style, mais plus fréquemment de ses projets, de ses cours, des idées qui lui fourmillaient en tête avec l'intensité de celui qui a beaucoup à faire dans le monde et commence à croire qu'il en a l'espace. Alexandre y était pour quelque chose, Sophie le savait. Non pas qu'Alexandre ait fait quoi que ce soit d'extraordinaire, mais parce qu'il avait fait quelque chose de constant. Il était apparu, il avait écouté, il avait traité le garçon comme quelqu'un avec qui il valait la peine de discuter d'égal à égal. Et cela, pour Lucas, avait suffi à bâtir quelque chose qui n'avait pas encore de nom, mais qui existait bel et bien. Un samedi après-midi, les trois choses se produisirent simultanément dans une maison qui devenait de moins en moins silencieuse. Sophie à la table du salon, avec ses plans étalés et son ordinateur de l'université ouvert. Lucas dans sa chambre, avec son projet de robotique qu'il montait et démontait dans une nouvelle tentative, et Alexandre dans la cuisine, essayant de préparer un déjeuner simple à l'aide de tutoriels sur son téléphone, car il avait dit vouloir contribuer avec autre chose que des plats à emporter. Le déjeuner fut correct, sans plus. Lucas commenta que le riz était un peu trop cuit. Alexandre admit que oui, il l'était, et le nota mentalement. Sophie regarda les deux hommes à table et ressentit une chose qu'elle n'avait pas éprouvée depuis longtemps, une chose qu'elle mit une seconde à identifier, car elle avait été absente si longtemps qu'elle avait presque disparu de son vocabulaire émotionnel. C'était la sensation que la vie était juste, pas parfaite, pas sans problème, mais juste au sens d'être à la bonne place, que les pièces qui comptaient étaient sur l'échiquier, que l'avenir qui s'ouvrait devant elle avait des formes et des couleurs au lieu d'être le même grisaille des jours identiques. Et puis, cette semaine-là, alors que l'appartement était encore réchauffé par ce nouveau rythme, Alexandre reçut un appel qui changea temporairement l'atmosphère de tout. La voix à l'autre bout du fil était celle d'un assistant de la famille. La matriarche Victoire Valmont arrivait à Paris. Il resta immobile, son téléphone à la main, un instant après avoir raccroché. Puis, il se dirigea vers la fenêtre et resta à contempler la ville avec l'expression de celui qui se prépare à une confrontation qu'il savait inévitable, mais qui, malgré toute la préparation du monde, n'arrive jamais au moment où l'on est tout à fait prêt. Victoire Valmont avait 73 ans, une prestance bâtie sur des décennies de conscience que son nom pesait lourd, et des yeux qu'Alexandre avait appris très tôt à décrypter. Ce n'étaient pas des yeux méchants, c'étaient des yeux qui croyaient sincèrement que le monde était organisé d'une certaine façon, et qu'il incombait à la famille de préserver cette organisation. C'était une foi sincère en quelque chose qui était, en même temps, profondément erroné. Et quand la foi est sincère, elle est plus difficile à combattre que la mauvaise foi, car la mauvaise foi cède devant un argument solide, tandis que la foi sincère érige de nouveaux remparts là où les anciens sont tombés. Elle arriva le lendemain, installée dans une suite présidentielle d'un hôtel près de la place de la République, avec 2 avocats et une assistante qui gérait son emploi du temps avec l'efficacité de ceux qui servent une personne considérant son temps comme une ressource rare et précieuse. Elle envoya un coursier au bureau d'Alexandre avec un mot écrit à la main, comme elle l'avait fait toute sa vie, car la matriarche considérait les SMS comme un truc pour les gens qui n'ont rien de sérieux à dire. Le mot disait simplement « Viens dîner avec moi ce soir ». Ce n'était pas une invitation, c'était une convocation formulée comme une invitation, et tous deux savaient exactement de quoi ils retournaient. Alexandre s'y rendit. Le restaurant de l'hôtel était le genre d'endroit que Victoire Valmont fréquentait, avec le naturel de ceux qui considèrent que certains espaces sont l'extension légitime de certaines personnes. Des tables bien espacées, un éclairage discret, un service qui anticipait chaque besoin avant qu'il ne soit formulé. La matriarche était assise dos à la fenêtre, la vue sur Paris derrière elle comme un décor calculé quand Alexandre arriva.
Elle l'observa s'approcher avec ce regard qu'il connaissait depuis l'enfance, l'évaluation constante de celle qui n'éteint jamais ses capteurs. Il s'assit. Il salua avec la cordialité qu'on lui avait enseignée dès le berceau et qui était à la fois sincère et distante. La cordialité de deux personnes qui s'aiment de façon compliquée et qui ont appris que la complication est l'état permanent de cet amour. Victoire attendit que le serveur s'éloigne avant de prendre la parole. Quand elle le fit, sa voix était posée, maîtrisée, le même ton qu'elle utilisait pour les conseils d'administration et les conversations cruciales. « Je sais que tu fréquentes une femme qui livre des pizzas dans cette ville, Sophie Morel, dit-il. La fille de Jean-Pierre, tu la connais depuis plus longtemps que moi. » Sa mâchoire ne bougea pas, mais il y eut un éclair dans ses yeux à l'énoncé du nom. « Je sais qui elle est, c'est pour cela que je suis ici. Je sais aussi pourquoi tu es là. » Elle inclina légèrement la tête, un geste qui était à la fois une reconnaissance et une préparation. « Tu as bâti ce que tu as bâti grâce au nom que tu portes, grâce aux alliances que ce nom permet, grâce à la crédibilité qu'il confère. Cette femme n'est pas de notre monde, Alexandre. Ce n'est pas un jugement, c'est la réalité. C'est un jugement, rétorqua-t-il, emballé dans un paquet cadeau étiqueté réalité. Son sourcil se leva imperceptiblement, seul signe de surprise qu'elle s'autorisait. « Tu es à Paris depuis des mois à cause d'elle. Je suis à Paris pour les projets d'urbanisme. Et oui, parce qu'elle est ici. Les deux sont vrais. Et qu'en est-il des projets à Londres, des partenariats qui dépendent de ta présence, du conseil qui se réunit en mars et qui a besoin de toi pour les décisions préliminaires? J'ai tout géré depuis Paris, dit-il, avec la même compétence que j'ai mise à tout gérer depuis d'autres villes pendant 20 ans. La logistique est ma responsabilité et elle est assumée. » Victoire resta silencieuse un instant. Quand elle reprit, sa voix avait légèrement changé, se faisant plus personnelle, moins corporate. « Alexandre, tu as 46 ans. Tu n'es plus un gamin qui découvre le monde. Cette femme a un fils adolescent, une situation financière précaire et un passé où sa famille travaillait pour la nôtre. Cela crée une dynamique de pouvoir qui ne sera jamais équilibrée, quoi que tu tentes de faire. Le déséquilibre qui a existé a été créé par nous, dit-il. C'est toi qui as créé ce déséquilibre lors de cette conversation que tu as eue avec elle il y a 20 ans. Et c'est moi qui l'ai perpétué en étant un lâche. Ce que je fais maintenant, c'est travailler à le défaire, pas à le reproduire. » Elle continua de le fixer. « Ou alors, poursuivit-il sur le même ton mais avec des mots plus directs, tu peux me dire ce que tu veux vraiment dire, ce que tu lui as dit il y a 20 ans avec d'autres mots. Qu'elle n'est pas digne de la famille. Dis-le clairement, mère. Je préfère la franchise au faux semblant de l'inquiétude. » Le silence qui suivit fut celui, si particulier, de deux personnes se connaissant par cœur et arrivant au point où il n'y a plus de faux fuyants. Victoire dévisagea son fils avec une expression qu'il n'avait pas vue souvent. Un mélange de reconnaissance et de regret, comme si ce qu'elle voyait en lui à cet instant exigeait d'elle quelque chose qu'elle n'était pas encore sûre de vouloir donner. « Tu l'as choisie, elle, dit-elle. Ce n'était pas une question. « Je l'ai choisie, elle, répondit-il. Et si cela signifie perdre ma place au sein du clan, qu'il en soit ainsi. J'y gagne mon intégrité. » Elle resta immobile un moment. Son visage traversa plusieurs phases qu'il eut du mal à suivre. Il y avait là quelque chose de nouveau, qu'il n'avait jamais vu chez sa mère. L'expression d'une femme ayant bâti tout un univers autour de convictions et qui, face à une simple phrase de son fils, sentait pour la première fois le poids de la remise en question. Elle se leva, posa sa serviette sur la table avec le geste précis de celle qui clôt un chapitre. Et elle dit « Je veux la rencontrer. » Alexandre resta muet de surprise. « Pas pour lui faire passer un test, » continua Victoire, d'une voix qui avait perdu son vernis professionnel pour devenir plus directe, plus ancienne, plus proche de la femme qu'elle était avant d'être la matriarche. Mais comme la personne que tu as choisie, pas dans l'ombre, au grand jour, comme tu dis le vouloir. C'était la dernière chose qu'il s'attendait à entendre. Et il y avait dans cette reddition inattendue quelque chose de plus complexe que la résistance qu'il s'était préparé à affronter. La résistance, il savait la gérer, il avait ses arguments prêts. La reddition exigeait autre chose, qu'il laisse une place à la possibilité que sa mère soit capable de changer. Et c'était plus difficile à croire que n'importe quelle bataille. Mais il fit un signe de tête. 2 jours plus tard, Victoire Valmont apparut sans prévenir à l'adresse qu'elle avait obtenue par des moyens qu'elle ne révélerait jamais, car la matriarche n'arrivait jamais nulle part sans savoir exactement où elle mettait les pieds. C'était un après-midi où Alexandre était en réunion au bureau et Sophie était chez elle,
ses plans de consultante étalés sur la table du salon et ses cahiers d'université à côté. Quand l'interphone sonna, elle n'attendait personne. Quand elle descendit ouvrir et vit la femme qui se tenait là, elle mit une seconde à réaliser. Elle n'avait pas vu Victoire Valmont depuis plus de 20 ans, mais elle l'a reconnue instantanément, car il y a des personnes que le temps marque mais ne diminue pas. Les deux femmes se dévisagèrent. Sophie ne recula pas. Il y avait en elle quelque chose, forgé par 20 ans de défis affrontés seule, qui rendait le recul impossible. Non par entêtement, mais par une dignité qui n'avait pas besoin de place pour s'imposer. Elle existait, quel que soit l'endroit où elle se trouvait. « Entrez », dit-elle simplement. Victoire entra. L'appartement était modeste, propre, avec cette organisation fonctionnelle de ceux qui savent utiliser chaque centimètre carré. Les plans sur la table, les cahiers, une tasse à moitié vide, le blouson de Lucas jeté sur le dossier d'une chaise avec la joyeuse négligence des adolescents. Rien n'était là pour impressionner, et c'est peut-être précisément cela qui fit hésiter Victoire une seconde au milieu de la pièce avant d'accepter la chaise que Sophie lui désignait. Elles parlèrent pendant près d'1 heure. Ce ne fut pas une conversation facile, mais ce fut une conversation honnête. Il y avait dans la franchise de Sophie quelque chose de plus respectueux que n'importe quelle politesse forcée. Victoire l'interrogea sur son travail. Sophie répondit sur les projets d'urbanisme sans en rajouter ni minimiser. La matriarche demanda des nouvelles de Lucas. Sophie parla de son fils avec la précision affectueuse de celle qui connaît une personne en profondeur. À aucun moment, il n'y eut de soumission d'un côté ni d'arrogance de l'autre. C'étaient deux femmes adultes, discutant avec le respect de celles qui reconnaissent chez l'autre une intégrité non négociable. Au moment de partir, Victoire s'arrêta un instant pour regarder la table encombrée de plans. Il y avait là un croquis, un dessin à main levée, montrant comment un espace donné pourrait être réorganisé, avec des flèches indiquant les flux et des notes en marge sur la lumière naturelle. Elle fixa ce croquis 1 seconde de trop, puis elle dit « Si cela doit exister, que cela existe au grand jour, avec légitimité, avec honneur, pas dans l'ombre, comme autrefois. » Sophie la regarda droit dans les yeux. « Ce n'était pas de l'ombre autrefois, » dit-elle d'une voix calme, « c'était de l'affection. L'ombre a été le choix d'une autre personne. » Victoire la dévisagea, et il y eut dans ce regard quelque chose de proche de la reconnaissance. Non pas un accord total, mais un premier pas vers elle, l'aveu que la femme en face d'elle avait raison, et qu'avoir raison était, après tout, ce qui comptait le plus. Elle sortit sans un mot de plus. Mais elle sortit différente de la femme qui était entrée. Quand Alexandre arriva plus tard et que Sophie lui raconta la scène, il resta figé à l'entrée du salon, une expression inédite sur le visage, celle de celui qui traite une information inattendue et profondément désirée. Le genre de chose qui, quand elle arrive, semble à la fois improbable et inévitable. « Elle est venue te voir, dit-il. Elle est venue jusqu'ici. » Il la regarda, et il y avait dans ses yeux quelque chose qui se passait de mots, quelque chose de plus ancien que tout ce qu'ils auraient pu formuler. Puis il dit, d'une voix à la fois légère et ferme, « Merci d'avoir ouvert la porte. » « Elle a sonné, » répondit Sophie. « Je n'ai fait qu'ouvrir. » Mais il y avait un coin de sa bouche légèrement relevé en disant cela, et il connaissait ce pli depuis des décennies. Il savait que c'était le signe que quelque chose s'était apaisé en elle. Pas totalement, pas sans cicatrice, mais assez pour que le chapitre suivant puisse commencer. Et le chapitre suivant commençait bel et bien. Dans les semaines qui suivirent, la vie prit une légèreté qui avait fait défaut les mois précédents. Ce n'était pas l'absence de problèmes, les problèmes continuaient. La logistique pour concilier travail et université était exigeante. Lucas traversait une phase au lycée qui demandait de l'attention, et Alexandre faisait face à un trimestre de pression intense qui le tenait scotché à ses appels et réunions à toute heure. Mais il y avait une différence fondamentale entre affronter les difficultés seul et les affronter en sachant qu'il y a quelqu'un du même côté. Pas quelqu'un qui est toujours d'accord, pas quelqu'un qui protège de la réalité, mais quelqu'un qui est présent quand la réalité frappe. Il y avait des dîners improvisés et bruyants dans l'appartement, Lucas expliquant un projet, Sophie essayant d'écouter tout en prenant des notes dans ses cahiers, et Alexandre en cuisine, tentant de ne pas faire brûler ce qu'il préparait. Il y avait des après-midi où ils partaient tous les deux à pied dans un quartier qu'elle étudiait pour un projet, et il l'écoutait tandis qu'elle scrutait les lieux avec ses yeux qui voyaient ce qui pourrait être, pointant des détails qu'il apprenait à voir à travers son regard. Il y avait des conversations qui commençaient sur le travail et finissaient sur l'enfance,
sur ce jardin qui avait été le théâtre de leur croissance, de chaque côté de la même clôture, sur ce qui avait été perdu et ce qui se reconstruisait. Une nuit, alors que la pluie tambourinait sur les vitres de la terrasse et qu'ils étaient tous deux assis sur le canapé après que Lucas se fût endormi, elle dit « Tu as l'air différent ici de ce que tu montres dans les magazines. En mieux ou en pire ? En plus vrai, répondit-elle. Les photos montrent l'Alexandre que tu as bâti pour le monde. Celui-ci, c'est ce qui reste après. » Il la regarda intensément. Ce qui reste est bien mieux. Oui, dit-elle. Et cette fois, le coin de sa bouche ne fut pas seulement esquissé. Ce fut un sourire entier, avec les yeux, avec tout son visage, le sourire qu'il avait gardé en mémoire pendant 20 ans et qui était là, maintenant, réel, dans la lumière tamisée de l'appartement, avec la pluie au dehors. Il contempla ce sourire pendant un temps qui aurait pu paraître trop long, si aucun d'eux n'avait compté les secondes. Les projets d'urbanisme se développèrent plus vite que n'importe quelle prévision, ce qui fut à la fois une victoire et une source de pression qui s'accumula avec la lenteur silencieuse de l'eau qui monte. Sophie s'immergea dans son travail avec une intensité que son équipe admirait et qu'elle-même reconnaissait comme le canal d'expression de quelque chose resté trop longtemps réprimé. Elle était la consultante qui arrivait la première et qu'il fallait parfois prévenir que la journée était finie, car elle perdait toute notion du temps quand un projet la passionnait. Elle développa sa propre méthodologie de cartographie communautaire, basée sur l'observation de terrain et des entretiens informels avec les habitants que Claude présenta lors d'un colloque à Lyon et qui suscita l'intérêt de bien d'autres acteurs du secteur. Son nom commença à circuler dans ces milieux, avec un naturel qu'elle apprenait encore à apprivoiser. Il y avait quelque chose d'étrange à être reconnue dans un milieu qu'elle avait observé de l'extérieur pendant des années, comme si une partie d'elle attendait toujours que quelqu'un lui dise qu'elle n'était pas à sa place, qu'elle avait oublié de remplir un formulaire. Mais les projets parlaient pour elle. Ils étaient solides, et la voie de la compétence est difficile à ignorer quand elle est constante. Alexandre suivait cette ascension avec une fierté qu'il exprimait rarement par les mots, mais qui se lisait dans sa façon de l'écouter parler de son travail, avec une attention qui n'était pas de la courtoisie, mais un intérêt véritable, l'attention de celui qui est fasciné par ce qu'il voit. Cependant, le trimestre était rude. Des expansions dans 3 régions simultanément, une acquisition technologique qui se compliquait au dernier moment et un conseil d'administration exigeant plus de réunions en présentiel. Alexandre scindait sa semaine. 2 jours en déplacement, le reste à Paris. Mais il y avait des semaines où les 2 jours devenaient 3, et le reste s'amenuisait. La pression ne se formulait pas tout de suite. Elle s'accumulait sous le quotidien, imperceptible jusqu'à ce qu'elle devienne impossible à ignorer. Il y eut une nuit où Sophie avait une échéance de projet imminente, Lucas un examen crucial le lendemain, et l'appartement avait cette tension propre au moment où trop de choses arrivent en même temps et où les nerfs de chacun sont à vif. Alexandre arriva tard, épuisé par cette fatigue spécifique de celui qui a passé sa journée à prendre des décisions coûteuses. La première chose qu'il fit en entrant fut de faire une remarque sur l'un de ses projets, d'une manière qui, une autre nuit, n'aurait été qu'une observation, mais qui, cette nuit-là, tomba au pire moment. Elle répliqua, il répondit. Et soudain, ils se retrouvèrent dans une dispute partie d'un détail logistique pour arriver, comme c'est le cas quand on est à bout, à un endroit plus profond, plus vrai, plus difficile. « Tu arrives toujours avec la tête ailleurs, dit-elle. « Je gère un empire depuis ici pour être avec vous, répondit-il. « Je sais ce que tu fais. Je te demande si tu es vraiment là. Je suis là. » Être dans l'appartement, ce n'est pas la même chose qu'être présent. Il y avait une justesse dans ces mots qui faisait mal d'une manière différente de l'injustice. Il resta silencieux. Elle aussi, avec l'expression de celle qui a dit la vérité et sait qu'elle a des conséquences, mais qui l'a dit quand même, car c'est la seule langue qui vaille quand les autres ont échoué. Lucas apparut sur le seuil du salon avec l'expression d'un garçon qui ne dormira pas bien si le conflit n'est pas résolu. Sa présence désarma en eux quelque chose que l'argumentation n'avait pas réussi à toucher. Sophie dit que tout allait bien, qu'ils parleraient plus tard. Lucas regarda Alexandre avec une expression mêlant évaluation et appel, puis retourna dans sa chambre. Alexandre se retira aussi, ce qui était le mauvais geste, et il le savait en le faisant, mais il était trop épuisé pour trouver le bon. Ils restèrent chacun de leur côté dans cette distance glacée qui s'installe après une dispute non résolue, cette distance qui n'est pas la colère, mais quelque chose de pire, l'espace où l'on fixe le plafond à 2 heures du matin en se demandant si l'on fait bien les choses ou si l'on répète les erreurs des autres dans d'autres vies.
Le lendemain matin, Alexandre partit pour une autre réunion. C'était un rendez-vous important, fixé depuis des semaines. 6 personnes dépendaient de sa présence pour prendre des décisions. Il y alla. Mais durant les 3 heures de réunion, dans une partie de lui rester active parallèlement aux dirigeants, qui menaient les débats et signaient les accords, une autre conversation se déroulait, une conversation intérieure, la révision de ce qui s'était passé la nuit précédente et de ce qu'il y avait dessous. Elle avait raison. Pas sur tout, pas sur chaque mot, mais sur le point central. Il y avait des moments où il arrivait avec l'esprit encore aux négociations, encore à la réunion précédente, et il restait dans l'appartement physiquement présent, mais mentalement absent. Et c'était insuffisant. Il avait bâti un empire avec une attention totale, 2 décennies de focus et de détermination qui avaient laissé peu de place au reste. Rediriger cette attention n'était pas automatique. Cela exigeait le même niveau de décision consciente que n'importe quel autre changement majeur. Il termina sa réunion, déclina le dîner prévu avec un partenaire et partit. Il ne rentra pas à l'appartement. Il se rendit sur un chantier à Paris, l'un des projets de la division urbanistique en phase initiale de construction, dans une zone identifiée par les études de terrain de Sophie. C'était un projet de logement social avec un espace communautaire intégré et Sophie assurait la supervision technique de l'ouvrage. C'était un après-midi de semaine, passé 17 heures, mais il y avait une activité sur le chantier qu'il savait avoir lieu le jeudi. Sophie était là. Il resta derrière une palissade de bois sans qu'elle sache qu'il était là et l'observa. Elle discutait avec les ouvriers, non pas avec la posture d'une superviseuse vérifiant la conformité, mais à sa façon habituelle, présente, directe, écoutant ce que chaque personne avait à dire sur ce qu'elle bâtissait de ses mains. Un ouvrier plus âgé expliquait un point structurel précis, et elle l'écoutait, son carnet en main mais son crayon immobile, car quand c'était important, elle préférait écouter que noter. Puis, elle prit la parole, et même de loin, il voyait que les hommes autour d'elle l'écoutaient avec respect. Le genre de respect qui n'est pas dû à la hiérarchie, mais que la personne a gagné par elle-même. Elle était extraordinaire. Ce n'était pas une nouveauté pour lui. Ça ne l'avait jamais été depuis qu'il l'avait retrouvée dans un couloir éclairé avec une boîte de pizza. Mais il y avait une qualité dans ce qu'il voyait maintenant qui était différente de la connaissance abstraite. C'était le voir concrètement, de ses propres yeux, la dimension de ce qu'elle était devenue pendant qu'il était ailleurs à bâtir des choses qui, au bout du compte, étaient plus petites que ce qu'elle faisait là, avec ses propres ressources, un jeudi après-midi sur un chantier. Il resta là un long moment. Quand elle eut fini, elle traversa le chantier vers la sortie et l'aperçut de l'autre côté de la clôture. Elle s'arrêta. Elle le regarda avec une expression qu'il ne put déchiffrer totalement, trop riche en nuances. Il tenait un gobelet de café à la main, le même café infect, cette fois pris à une camionnette sur le trottoir 2 rues plus loin. Il le lui tendit. « Je t'ai regardé aujourd'hui, dit-il. Pendant 1 heure, sans que tu le saches. » Elle prit le gobelet et resta à le fixer. « Je suis un idiot de ne pas t'avoir accordé l'attention que tu mérites, » continua-t-il. « Pas seulement hier, en général. J'arrive de l'aéroport avec l'esprit resté au bureau et je reste dans l'appartement en faisant comme si la présence physique suffisait. Ce n'est pas le cas, et je le sais. » Sophie resta silencieuse un instant. Le chantier s'apaisait derrière elle. Les ouvriers se dispersaient en fin de service, et l'après-midi prenait cette teinte dorée qui précède le crépuscule. « Tu n'as pas besoin d'être parfait, » dit-elle enfin. « Je sais. Tu as juste besoin d'être là. »« Je le sais aussi. » Il marqua une pause. « J'y travaille. Ce n'est pas facile, mais j'y travaille. » Elle le scruta longuement. Puis, d'un mouvement spontané, elle s'approcha de lui et l'enlaça. Pas avec urgence, mais avec l'étreinte calme de celle qui a trouvé sa place et n'a pas besoin de serrer fort car elle n'a pas peur que cet endroit disparaisse. Il resta un instant immobile avant de répondre à son étreinte. Ils restèrent ainsi sur le trottoir pavé, devant le chantier, tandis que la ville continuait sa course autour d'eux. L'étreinte dura le temps qu'il fallait. Quand ils s'écartèrent, elle avait toujours son gobelet de café. Elle en but une gorgée. Elle fit une grimace. « Il est horrible. »« Infect », confirma-t-il. « Pourquoi tu l'as apporté ?» C'était tout ce qu'il y avait à la camionnette. Elle le regarda avec cette expression mêlant exaspération et tendresse, celle qu'il avait appris à reconnaître comme le signe que tout allait bien, qu'ils allaient bien, que l'orage était passé non parce qu'il avait été ignoré, mais parce qu'il avait été affronté avec l'honnêteté nécessaire. Ils rentrèrent ensemble à l'appartement. Lucas était dans la cuisine, son casque autour du cou, signe qu'il était de bonne humeur,
et il fit un signe de tête à Alexandre avec cette brièveté, signifiant que tout était rentré dans l'ordre. Le dîner fut simple, vivant et vrai, de ceux qui n'ont besoin d'aucune cérémonie pour être heureux, juste des bonnes personnes au même endroit avec l'envie d'y être vraiment. Et la nuit s'acheva avec le retour de la pluie contre les vitres de la terrasse. Ils étaient là tous les trois, chacun dans son coin mais tous ensemble, ce qui était la définition la plus sincère d'une famille qu'aucun d'eux n'avait trouvée jusque-là. La demande en mariage ne fut pas orchestrée avec le faste de celui qui dispose de ressources illimitées. C'eût été trop facile. Il y avait entre eux cette entente tacite. Les gestes qui comptent sont ceux qui coûtent autre chose que de l'argent. Ils coûtent de l'attention. Ils coûtent de la présence. Ils coûtent cet effort qui vient de l'intérieur au lieu d'être acheté tout fait. Il passa 3 dimanches de suite à essayer d'apprendre à cuisiner son plat préféré. Pas un dîner sophistiqué, pas une recette de chef, mais les choses précises qu'elle aimait. Ce risotto qu'elle avait mentionné au détour d'une conversation sur son enfance, l'entrée simple qui lui rappelait celle que sa mère faisait. Il suivit des tutoriels avec la détermination de celui qui résout un problème d'ingénierie, sa seule référence pour ce genre de tâche, et échoua lamentablement à la première tentative, ce qu'il raconta à Lucas avec une franchise qui fit rire le garçon de bon cœur pour la première fois devant lui. À la 4e tentative, ce fut mangeable. À la 5e, c'était bon. Par un mercredi soir, sans rien de spécial au calendrier, il congédia le personnel plus tôt et resta en cuisine pendant 3 heures. Lucas dormait chez un ami, ce qui avait été convenu naturellement par Alexandre quelques semaines plus tôt, sans qu'elle sache que c'était prémédité. L'appartement était dans la pénombre. Une musique instrumentale s'échappait discrètement d'un coin, et l'odeur des choses faites avec soin emplissait les pièces. Sophie arriva de son service, qu'elle maintenait encore 2 fois par semaine à la pizzeria. Non par nécessité financière, mais parce qu'elle avait fait une promesse à Françoise en partant. Rester jusqu'à ce qu'elle trouve quelqu'un de fiable pour la remplacer. Et Sophie ne rompait jamais ses promesses. Elle ouvrit la porte avec sa clé et s'immobilisa. Elle regarda l'appartement, la lumière, la table dressée, et lui dans la cuisine avec un tablier manifestement neuf dont les plis de l'emballage étaient encore visibles. Où est Lucas? Chez son ami Mathieu. Elle contempla la scène un instant avec une expression qu'il ne chercha pas à interpréter trop vite, ayant appris que ses émotions étaient complexes et qu'une lecture précipitée en gâchait la profondeur. « Tu as cuisiné. J'ai essayé. La cuisinière fonctionne encore. Ouais, j'appelle le technicien demain. » Elle le fixa 1 seconde de plus, puis elle alla se changer, revint les cheveux détachés et s'assit à table comme s'il s'agissait d'une soirée ordinaire. Car c'était une soirée ordinaire, et c'était précisément là tout l'intérêt. Le dîner fut réussi. Pas parfait. Il y avait un détail dans le risotto qu'il avait déjà identifié et qu'il corrigerait la prochaine fois. Mais bon. Ils parlèrent du travail de Sophie, d'un projet arrivé dans sa phase la plus ardue et la plus passionnante. Celle où les décisions sur l'espace deviennent des décisions sur la façon dont les gens vont vivre. Il raconta une réunion qui s'était déroulée de manière inattendue et qui l'avait fait réfléchir à la direction que prenait l'entreprise. Leurs échanges avaient cette qualité de mêler le pratique et le réflexif avec un naturel né de mois de construction d'un langage commun. Après avoir débarrassé la table, ils retournèrent au canapé. La pluie qui menaçait toute la soirée finit par tomber, fine, contre la vitre. Ils restèrent là un moment sans rien dire de précis, dans ce silence qui n'a pas besoin d'être comblé car il est en soi un état complet. Puis Alexandre se leva. Il se dirigea vers la bibliothèque, ouvrit un tiroir qu'elle n'avait jamais vu car il semblait être un simple panneau décoratif. Il en sortit un petit écrin de velours bleu nuit. Il revint, s'assit face à elle, et posa l'écrin sur la table basse sans l'ouvrir. Elle fixa l'écrin, puis elle le regarda, lui. Il l'ouvrit. À l'intérieur se trouvait une bague au design différent de tout ce qu'elle avait pu voir. Ce n'était pas le classique diamant solitaire, ni la grosse pierre ostentatoire. C'était un anneau en or blanc où 2 rubans distincts partaient de côtés opposés pour s'entrelacer au centre, ne devenant qu'un sans que l'un ne disparaisse dans l'autre. On pouvait voir chaque ruban individuellement, tout en percevant l'unité qu'ils formaient ensemble. Elle contempla la bague un long moment sans mot dire. « 2 chemins, dit-il, qui ont été séparés trop longtemps, et qui maintenant, si tu le veux bien, n'en font plus qu'un. » Sa voix était posée, mais il y avait une vibration dans ses mots. « Tu m'as donné une seconde chance que je ne méritais pas forcément. Tu m'as rendu à moi-même. Acceptes-tu de bâtir ce qui vient maintenant au grand jour, avec légitimité, comme l'a dit la matriarche, avec honneur et avec vérité ?»
Les larmes montèrent avant même qu'il n'ait fini sa phrase. Ce n'étaient pas des larmes de fragilité, c'étaient les larmes d'une émotion contenue trop longtemps et qui trouvait enfin l'issue pour s'échapper. Elle resta à le regarder, les yeux brillants, avec ce visage qu'il connaissait par cœur, ce nez légèrement retroussé, ce pli de la bouche, ses yeux sombres avec cette étincelle inchangée depuis 20 ans. « Oui, » dit-elle. Il lui passa la bague au doigt avec des mains un peu moins fermes que d'habitude. Elle le laissa faire. Quand il leva les yeux, il vit sur son visage la version la plus achevée du sourire qu'il avait gardé en mémoire pendant 2 décennies. Le sourire qui était plus que de la joie. C'était l'expression d'une personne ayant décidé, de façon consciente et délibérée, d'être prête à être heureuse. Ils restèrent ainsi, tous deux sur le canapé avec la pluie sur la vitre et la ville en bas, qui continuait sa course pendant un temps qui n'eut pas besoin d'être mesuré. Le mariage eut lieu 4 mois plus tard, par un matin ensoleillé arrivé sans avoir été convoqué et que chacun interpréta à sa guise. C'était une cérémonie intime, un choix délibéré de leur part. Il y avait dans les grands événements quelque chose qu'ils avaient appris à identifier comme l'opposé de ce dont ils avaient besoin. La démesure des festivités est parfois inversement proportionnelle à la grandeur de ce que l'on célèbre. Il y avait des amis proches, des collègues de la division d'urbanisme, l'équipe de la pizzeria avec Françoise au premier rang, arborant un chapeau acheté pour l'occasion qu'elle admit elle-même être excessif, mais que personne n'osa contredire. Et il y avait Victoire Valmont, assise à une place d'honneur qu'elle avait acceptée avec la formalité de celle qui apprend encore que certaines conventions doivent être maintenues non par vanité, mais par honnêteté envers soi-même. Au moment de l'échange des alliances, ce fut Lucas qui les apporta. Le célébrant demanda qui détenait les alliances, et Lucas fit un pas en avant, avec l'expression concentrée de celui qui prend sa responsabilité au sérieux. Il remit l'alliance de Sophie à Alexandre et celle d'Alexandre à Sophie. Alors qu'il s'apprêtait à s'éloigner, Alexandre lui posa la main sur l'épaule un instant, un geste simple, ni possessif, ni démonstratif, le geste de celui qui reconnaît en l'autre un membre de sa propre famille. Lucas resta immobile une seconde, puis, avec le naturel de celui qui énonce une vérité préexistante, il appela Alexandre papa. Pas au milieu de la cérémonie, pas dans un discours. Ce fut après, alors que le célébrant avait conclu et que les invités se levaient. Dans le mouvement général, Lucas s'approcha et dit, avec cette brièveté qui était sa marque de fabrique pour les choses essentielles, « Merci, papa. » 2 mots. Alexandre resta pétrifié un instant. Il avait bâti un empire industriel présent dans toute l'Europe, mené des acquisitions citées en exemple, reçu des prix et des distinctions dans des cérémonies bien plus prestigieuses que celle-ci. Rien de tout cela n'avait approché, même de loin, l'impact intérieur de ces 2 mots prononcés par un garçon de 16 ans dans une salle toute simple, entourée d'amis et de famille. Lors de la réception, Victoire Valmont se leva, sa coupe à la main. Le brouhaha s'apaisa peu à peu, avec ce silence qui s'installe quand une présence imposante se manifeste avec intention. Elle resta debout, balaya l'assistance du regard, puis fixa Sophie, assise à côté de son mari, la bague au doigt et le visage rayonnant de celle qui vit enfin ce en quoi elle avait cessé de croire. « J'ai passé de nombreuses années à croire que je savais ce qui était le mieux pour cette famille, » commença Victoire. Sa voix était maîtrisée, mais on y décelait une fêlure, un moment rare où elle laissait transparaître sa part d'humanité. J'ai appris, sur le tard, que ce que j'appelais protection n'était parfois que de la peur. La peur que ce que je ne connais pas soit plus grand que ce que je maîtrise. Elle marqua une pause. Je ne porte pas ce toast aujourd'hui pour le sang, ni pour le nom. Je le porte pour le caractère, et je souhaite la bienvenue à ma belle-fille. Sophie regarda sa belle-mère un instant. Puis, avec ce mouvement direct et sans fioriture qui la caractérisait, elle se leva, s'approcha de Victoire et l'enlaça. Pas avec effusion, mais avec la fermeté calme de celle qui n'a pas besoin d'approbation, mais reconnaît un geste honnête quand elle le voit. Victoire resta raide une seconde, comme toujours face à l'imprévu. Puis son corps s'assouplit et elle rendit l'étreinte avec le soin de celle qui n'est pas habituée au geste, mais est prête à apprendre. Lucas prit une photo de cet instant. Pas pour la poster, il la garda pour lui seul. Leur première année de mariage fut le genre d'année qui contient tout. Des moments de joie pure et des moments de pression intense, des semaines où tout semblait couler de source et d'autres où le poids des responsabilités individuelles ajoutées à celui de la vie commune créait une charge exigeante plus que d'ordinaire. Mais il y avait une différence fondamentale entre affronter les épreuves seules
et les affronter en sachant qu'il y a quelqu'un à ses côtés, pas quelqu'un qui évite la réalité, mais quelqu'un qui est là quand elle se manifeste. Sophie termina sa licence lors d'une cérémonie de remise des diplômes où Lucas était dans le public avec Alexandre. Quand elle monta sur l'estrade, une personne dans leur rangée applaudit plus fort que ne l'aurait voulu la discrétion. C'était Lucas qui avait décidé que la discrétion était négociable en cette circonstance précise. Son nom commença à apparaître régulièrement dans les cercles de l'urbanisme social à Paris, puis au-delà, sa renommée croissant organiquement grâce aux résultats de ses projets. Elle avait développé une méthodologie qui fut présentée lors d'une conférence sur le logement à Berlin, où une chercheuse d'une autre université l'avait abordée pour proposer une collaboration. Sophie était revenue de cette conférence avec une lueur dans les yeux qu'Alexandre identifiait comme celle qui a découvert que son action compte au-delà de son cercle immédiat. Victoire, au fil de cette année, apparut avec une fréquence que personne n'avait prévue. Pas de manière envahissante ou dominatrice, ce n'était plus son style, mais avec une régularité qui s'intégra au rythme de la famille. Elle appelait Sophie parfois pour discuter des projets d'urbanisme, car elle s'était découvert une curiosité sincère pour le travail de sa belle-fille. Elle apportait des choses à Lucas de temps en temps, non pas des gadgets inutiles, mais des objets choisis avec soin. Un livre sur les systèmes d'intelligence artificielle recommandé par un expert, un composant spécifique que le garçon avait mentionné pour l'un de ses projets. Lors d'une de ses visites, par un après-midi paisible où l'appartement était calme, Victoire s'assit au salon avec son petit-fils et écouta l'explication d'un projet technologique qu'il développait. Lucas expliquait avec la passion qui l'animait et sa grand-mère écoutait avec l'attention de celle qui, à 73 ans et avec une vie de certitude derrière elle, était encore prête à apprendre quelque chose de nouveau. Cette nuit-là, après le départ de Victoire, Lucas dit à sa mère « Elle est différente de ce que j'imaginais. »« Oui, répondit Sophie, elle est plus humaine. Les gens le sont parfois quand on leur en laisse la chance. » Lucas resta silencieux un moment, traitant l'information. Puis il demanda « Tu penses qu'elle regrette ce qu'elle a fait avant avec toi ?» Sophie regarda son fils, puis elle répondit avec l'honnêteté qui avait toujours été leur socle. « Je pense que oui. Pas forcément de la manière dont on l'attend, avec de grands discours ou des gestes dramatiques, mais de la façon dont certaines personnes y parviennent, en se montrant différentes. » Lucas fit un signe de tête, et il retourna dans sa chambre avec son sac, ses projets et cet avenir qu'il bâtissait de ses propres mains. Par un après-midi de chaleur étouffante, alors que le soleil inondait Paris de cette clarté généreuse des beaux jours, ils étaient tous deux sur la terrasse de l'appartement. Leur fille, née cette année-là, dormait dans sa chambre. Une petite fille aux cheveux châtains et aux yeux qui annonçaient déjà qu'ils seraient aussi sombres que ceux de sa mère, prénommée Rose en second prénom, car Sophie avait décidé que l'affection devait avoir sa place, même quand la personne qui l'avait inspirée n'était plus là pour la recevoir directement. Lucas était de passage à Paris, car il avait passé sa première année d'université à l'étranger et était revenu pour les vacances avec l'énergie de celui qui est parti loin et revient grandi, non pas arrogant, mais plus complet, avec une vision du monde élargie. Sophie se tourna vers Alexandre, un verre de boisson fraîche à la main, ses yeux brillants de cette étincelle qu'il avait gardée en lui pendant 20 ans sans même le savoir. « Tu te souviens de la nuit de la pizza ?» Il la regarda intensément, dans les moindres détails. « Je savais que c'était toi avant même que tu n'ouvres la bouche. » Elle marqua une pause. « Je t'ai reconnu à ta façon de te tenir. Tu as toujours eu cette posture, le poids légèrement plus sur le talon droit quand tu réfléchis à quelque chose. Je t'ai reconnu à ça avant même de voir ton visage. » Il resta silencieux un instant, absorbant cette confidence. « Et tu m'as tourné le dos. »« Je t'ai tourné le dos. Pourquoi n'es-tu pas parti pour de bon ?» Elle le regarda avec une expression qui disait bien plus que les mots. « Parce que mon cœur était resté là, sur ton paillasson. Le corps est parti, le cœur est resté. » Il s'approcha, passa son bras autour d'elle, et ils restèrent ainsi à contempler la ville de l'autre côté de la vitre, avec cette vie qui pulsait en bas. La même ville qui avait été le théâtre de tout. Des retrouvailles, du café infect, des couloirs d'hôpital, des discussions nocturnes, du chantier et de la demande en mariage par une nuit de pluie. « J'ai cru pendant si longtemps chercher quelque chose que j'avais perdu, dit-il. Et c'était vrai. Mais je comprends maintenant que je ne l'avais pas perdu. Je l'avais gardé. Sans le savoir, mais je l'ai fait. » Elle le dévisagea. « 2 décennies, dit-elle. 2 décennies. Et l'amour a attendu ? L'amour a attendu. » Il plongea son regard dans le sien.
Parfois, les choses ont besoin du temps qu'il leur faut pour que, lorsqu'elles trouvent enfin leur place, elles la trouvent de la bonne manière, sans urgence, sans excuse, juste vrai. À l'intérieur de l'appartement, le bébé émit un petit son dans son sommeil. Ce bruit de nouveau-né qui n'est pas un pleur, mais l'annonce que le réveil approche. Sophie franchit la baie vitrée et Alexandre resta une seconde de plus sur la terrasse à contempler Paris avant de la suivre. La vie qu'il avait bâtie était différente en tout point de celle qu'il avait imaginée quand il était jeune et croyait savoir ce qu'il voulait. Elle était plus bruyante, plus simple et bien plus réelle. Il y avait un adolescent qui oubliait parfois son sac dans le salon, un bébé qui s'endormait sur la poitrine de quiconque restait immobile assez longtemps, et une femme qui voyait les espaces pour ce qu'ils pouvaient être et qui avait attendu 20 ans sans savoir qu'elle attendait, tout comme lui. Elle n'avait pas été oubliée, elle ne l'avait jamais été. L'amour ne s'était pas évaporé. Il était resté à l'abri avec ce soin silencieux que l'on accorde aux choses qui comptent trop pour être laissées au hasard, attendant le moment d'être choisi à nouveau, cette fois au grand jour, avec légitimité, avec honneur, avec ce courage qui avait manqué 20 ans plus tôt et qui était désormais la seule monnaie ayant de la valeur. Ils ne récupérèrent pas les années perdues, on ne les récupère jamais. Ce qui est parti, mais ce qui avait été bâti à la place possédait une solidité différente, la solidité de deux personnes connaissant le prix de la perte et appréciant pour cette raison la valeur de ce qu'elles possèdent. Des gens qui ne prennent pas le quotidien pour acquis, qui comprennent que l'amour n'est pas un état que l'on atteint, mais une pratique que l'on choisit chaque jour, même les jours difficiles, surtout les jours difficiles. Paris continuait de s'étendre au dehors. Le soleil d'été brillait toujours. Le bébé finit par se réveiller et Sophie appela Alexandre. Il y alla, et la vie continua de la seule façon dont une vie digne de ce nom continue. Vers l'avant, avec les bonnes personnes, à l'endroit où le cœur a enfin reconnu qu'il était chez lui. Si cette histoire vous a touché autant que nous avons eu de plaisir à vous la raconter, alors nous avons rempli notre mission. Sophie et Alexandre nous rappellent que le véritable amour n'a pas de date de péremption. Il ne vieillit pas, ne renonce pas. Il attend simplement d'être choisi à nouveau quand le moment est venu. Avant de nous quitter, laissez un pouce bleu, c'est ce qui nous permet de continuer à vous offrir ces récits chaque jour. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer le prochain, car il est déjà en route et promet de vous captiver. Et n'oubliez pas de nous dire en commentaire depuis quelle ville vous nous suivez, nous les lisons tous. À la prochaine histoire, avec tout notre cœur.